Merci Stéphane. Donc ça tombe bien, je voulais commencer par le remercier parce que toutes les belles actions commencent par des belles idées. Et on était venu ici pour faire l'Assemblée Générale du club, pas forcément pour faire une conférence, pas forcément pour que j'intervienne. Et donc c'est Stéphane que je remercie, qui organise cette Assemblée Générale décentralisée à Chartres. C'est Stéphane qui a eu l'idée de cette conférence. Voilà, donc c'est en train de devenir quelque chose d'un peu plus formel que ce qu'on avait prévu au départ, mais moi je trouve ça très bien. Donc merci à toi Stéphane pour l'idée. Merci à Véro qui doit être quelque part, voilà, par là, qui ont organisé ce week-end à Chartres. On est tous voilà, ravis de se retrouver. Donc merci à vous de votre présence. Moi, si j'interviens aussi aujourd'hui ici, c'est pour vous parler de mon expertise, de mon expérience de sportif, de champion, d'entraîneur, et de partager ça avec vous. C'est bien d'être champion du monde, hein, voilà, le palmarès est remarquable, mais je trouve que c'est important aussi, enfin moi je considère les choses comme ça, comme importantes, c'est de rendre à mon sport tout ce qui m'a apporté. Moi la course à pied m'a apporté énormément, le sport fait partie de ma vie. Et donc essayer de retransmettre ça, de le partager, de le retranscrire de la manière la plus accessible possible, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, le plus accessible, même si parfois la course à pied, c'est pas juste mettre un pied devant l'autre et recommencer. Et l'entraînement en course à pied peut parfois paraître un peu compliqué. En tout cas, c'est pas juste je cours et j'avance. Faut que ça reste quand même quelque chose d'accessible à tous. Donc, ceux qui me connaissent savent que il y a une phrase qui me tient à cœur. Je commence souvent par ça. C'est bien d'être champion du monde. Mais ce qui est important avant tout, c'est d'être champion du monde de soi-même. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, je partage quelques éléments qui vous permettent à votre tour d'être champion du monde de vous-même. Donc, quand j'ai commencé à faire du sport, je ne pensais pas atteindre toute cette carrière, accomplir autant de choses. Je vais passer assez rapidement sur la présentation. Stéphane l'a fait largement. Je ne savais pas qu'il me présenterait de manière aussi détaillée, donc je ne pensais pas vraiment l'intérêt que je me présente. Il suffit d'aller sur Google et vous aurez plus de détails. Mais l'idée, c'est de mettre en avant cette triple. Il y a beaucoup de choses qui vont par trois en fait dans ma vie. Je m'en suis rendu compte. Moi, je suis né à Troyes déjà. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais il y a beaucoup de choses en fait qui vont par trois dans ma vie. Et vous allez voir après à travers le trépied de la performance. Voilà, il n'y a pas que les trois petits cochons. Il y a plein de choses en fait qui vont par trois. Je m'en suis rendu compte. En tout cas, en ce qui me concerne. Donc moi, ce qui me caractérise, ce qui va peut-être me différencier des autres sportifs ou des autres enseignants ou des autres entraîneur, c'est ce que j'appelle ma triple compétence, hein, il n'y a rien de prétentieux à ça. C'est le fait d'avoir et d'être toujours enseignant d'EPS. Donc moi, c'est ce qui me nourrit hein, depuis, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan spirituel et sur le plan professionnel, depuis presque 40 ans. Donc quand on est enseignant, on a quand même cette volonté de partager, de transmettre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ancré en moi. Les entraîneurs, vous en connaissez des tas, ne sont pas tous enseignants. Ça ne veut pas dire que pour être un bon entraîneur, il faut être enseignant. Il y a des enseignants qui sont de très mauvais entraîneurs. Mais le fait d'être enseignant nous confère quand même certaines compétences de transmission de savoir qui sont quand même, heureusement d'ailleurs, bien particulières. Le fait d'être sportif de haut niveau, là encore, ce n'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on va savoir entraîner. Ce n'est pas parce qu'on a couru vite qu'on va être capable de transmettre cette compétence à courir vite. Mais néanmoins, avec le recul, je me rends compte que le fait d'avoir fait du sport du haut niveau m'a fait comprendre pas mal de choses que je n'aurais pas forcément comprises si je ne l'avais pas été. Et à l'inverse, comme l'a dit Stéphane, j'entraîne des athlètes de tout niveau. Et le fait d'avoir entraîné des athlètes de tout niveau, c'est-à-dire en fait le fait d'entraîner à la fois, je m'excuse pour le raccourci, mais des 2 chevaux et des Ferrari, ça permet, voilà, je pense qu'un garagiste qui a des 2 chevaux, il ne sait pas s'occuper des Ferrari. Un garagiste qui a que des Ferrari, c'est pas s'occuper de 2 chevaux. Moi, j'ai le privilège d'avoir des 2 chevaux et des Ferrari, et c'est vraiment pas péjoratif dans ma bouche. Et du coup, ça m'a vraiment permis de comprendre un certain nombre de choses que je vais vous livrer par ailleurs. Et le troisième point, c'est l'entraîneur. Et en fait, ces 3 compétences, elles interagissent et elles se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire que le fait d'être entraîneur et d'avoir été sportif de haut niveau et enseignant m'a permis d'être un entraîneur, on va dire, peut-être pas différent, mais en tout cas avec ses caractéristiques bien
bien particulière. Donc moi j'ai commencé la course à pied très très jeune. Je vais fêter en février de l'année prochaine mes 50 ans de course à pied en compétition. Si vous arrivez à retrouver où est le petit Bruno sur la photo, vous gagnez un livre dédicacé. Ceux qui connaissent la photo n'ont pas le droit de jouer. Je vais fêter mes 50 ans de course à pied en compétition. Vous comprenez donc que je ne suis pas forcément, même si j'ai commencé très jeune, j'ai quand même un certain âge. Donc voilà, à l'époque, à l'école, monsieur l'instituteur, c'était plutôt comme ça. On ne comprenait pas forcément les enfants qui débordaient d'énergie. On n'appelait pas ça des hyperactifs. On appelait plutôt ça des emmerdeurs. Donc j'ai eu la chance, moi, de tomber sur un instituteur qui a compris que j'étais un enfant actif et qui, quand j'avais fini l'exercice au bout de 5 minutes, me donnait plein de choses à faire pour aller chercher des trucs à droite à gauche. Et quand une compétition UCEP a eu lieu, il m'a proposé de courir. Voilà. Et donc j'ai découvert la course à pied en compétition et ça a été très vite une passion. Et c'est peut-être la première chose sur laquelle j'aimerais insister. Je ne connais pas de gens, puisqu'on va parler de clés de la performance, on va parler de gens qui réussissent dans tous les domaines. Je ne connais pas de gens, et je pense que ça va vous parler, qui réussissent sans être passionnés. Donc si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, cherchez les domaines pour lesquels vous êtes passionné. Si vous faites quelque chose pour lequel vous êtes passionné, sans doute que vous vous levez tous les matins en n'ayant pas l'impression de travailler. Donc j'aurais vraiment insisté là-dessus parce que ça peut paraître un peu une porte ouverte, mais je ne vois pas comment on peut faire si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Et souvent, les gens me disent, mais tu cours encore ou tu t'entraînes encore 2 fois par jour. J'avais une conversation avec un ami il y a 2 jours qui me disait, mais comment tu fais? C'est si je ne fais pas que ça ne va pas. C'est quand je ne fais pas que ça ne va pas. Quand je fais, ça va. Donc, je n'ai pas besoin de me forcer à faire. Les gens pensent que je me force à faire ou que je continue après 50 ans à me forcer à m'entraîner. Mais non, la contrainte pour moi, c'est de ne pas m'entraîner ou de ne pas courir, de ne pas pédaler, de ne pas nager, de ne pas faire de sport. Donc, en début, dans les années 72, la course sur route n'existait pas, ou elle était balbutiante. Première année, les 100 km de milieu en 1972. Donc, on n'avait pas d'autre choix que de courir sur la piste. Donc, j'ai commencé l'athlétisme sur piste. Donc, je fais exprès de mettre cette photo parce que là, c'est facile de trouver le petit Bruno, mais quand je vois ma tronche à 12 ou 13 ans, ça fait drôle. Alors, normalement, le but du jeu, c'est de détendre un peu l'atmosphère en vous montrant ma tronche. Mais... Donc, vous avez le droit de rire. Hein, vous avez le droit de rire, c'est fait pour ça. Ouais, on change. Hein. C'est fou ce qu'on devient. Hein. C'est fou ce qu'on devient. Donc voilà, donc on n'avait pas d'autre choix que de courir sur la piste. C'était comme ça. La course sur route, voilà, c'est quelque chose qui n'était pas du tout vulgarisé, ou le peu qui en faisait passer pour de doudingues. Ça a commencé à se développer, à évoluer. Tout à l'heure, Stéphane a parlé de Sedan-Charleville, donc la photo de droite, avec mon grand frère. Sedan-Charleville, 1978-79. Voilà, on était 300 au départ, mais l'année dernière, on était 9000. Donc, à cette époque, les chaussures que j'ai au pied, je vais faire de la publicité pour New Balance. Ceux qui ont connu cette époque, sur les réseaux sociaux, si vous avez connu ça, vous êtes, je sais pas trop quoi. Là, si vous avez connu les New Balance EB, je sais pas comment elles s'appelaient, pardon, pour les commander à l'époque, il n'y avait pas de magasin de sport, ça n'existait pas. Donc on dessinait notre pied sur une feuille blanche, on faisait le tour, et on l'envoyait au seul importateur New Balance français. Les chaussures venaient d'Angleterre, qui s'appelait Yves Seigneuric. Donc on n'allait pas dans des magasins acheter des chaussures, on n'avait pas des outils connectés. On courait avec une montre, avec une trotteuse. Et voilà, donc pour avoir les chaussures, il fallait les commander. Et c'est assez drôle parce que c'est pas il y a 2000 ans, hein, c'est il y a quelques dizaines d'années. Donc l'évolution de la course sur route a quand même été assez incroyable. Et la question qu'on me pose toujours, c'est pour ça que je l'ai rajouté sur cette présentation, c'est comment l'idée t'est venue? Tu t'es pas dit un jour, ah bah tiens, un 100 km, c'est sympa, je vais faire ça. Et en fait, quand j'étais avec mon frère, je suis allé un jour sur une course et j'ai vu ces espèces d'extraterrestres, parce qu'à l'époque, 78-119, faire du 100 km, je ne sais pas si vous imaginez en quelles conditions ils couraient, mais c'était assez incroyable. Et moi, le coureur de 1500 de l'époque, j'étais cadet dans les meilleurs Français de ma catégorie, donc j'étais plutôt destiné à faire les Jeux Olympiques sur 1500 mètres que les championnats du monde de 100 km. Quand j'ai vu ces garçons-là, je me suis dit, waouh!
Je me suis pas dit c'est des dingues, alors que moi, mon milieu, c'était l'athlétisme. Je me suis dit, mais waouh, ce sont mes héros, quoi. Et ça m'a vraiment marqué profondément. Je suis très vite passé à autre chose parce que je faisais de la piste. Mais quelque part, dans un coin de mon cerveau, c'est quelque chose qui est toujours resté et qui n'a demandé qu'à ressurgir à un moment. Donc quand on parle de passion, quand on parle de choses comme ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai vite mis sous le manteau parce qu'on me disait, si tu fais, à l'époque, hein, moi je faisais du 1500, si tu fais du marathon, tu vas te détruire. 100 km, alors n'en parlons pas, c'était même pas de la course à pied. Mais même dans les années 2000, hein, des gens de la FFA me disaient 100 km, c'est pas de la course à pied, c'est pas de l'athlétisme, ça mérite même pas des sélections. Donc pour en revenir à cette notion de passion, c'est vraiment quelque chose que j'ai très vite enfoui parce que voilà, c'était pas fait pour moi, mais ça a très vite aussi ressorti dès que j'ai découvert qu'en fait ces courses de 100 km avaient évolué et que c'est quelque chose que je pouvais peut-être faire. Et en fait, l'histoire elle est un peu drôle parce que j'ai passé l'agrégation d'éducation physique et l'agrégation d'éducation physique, on est une discipline, nous, scolaire, où on cherche une légitimité. Hein, parce que vous êtes parent d'élèves, vous allez voir le prof de français, la prof de maths, le prof de PS. D'ailleurs, on dit pas EPS, on dit sport. Mais c'est pas le prof de sport, c'est le prof de PS, c'est pas la même chose. Personne ne va le voir. Hein. Donc quand ils ont créé l'agrégation, le niveau des écrits, je vous en cause même pas. Hein. C'était pour montrer qu'on n'était juste pas des profs de sifflet et de ballon. Donc le niveau de l'agrégation, c'était un truc de dingue. Donc j'ai bossé comme un taré, j'ai arrêté de courir, j'étais stressé, je faisais des suées nocturnes. Et donc j'ai tout arrêté. Et j'ai réussi l'agrégation. Je me suis remis tranquillement à la course à pied. Je courais péniblement 10 km parce que le corps se désadapte très vite. Il s'adapte, mais il se désadapte très vite. Et puis, comme il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré un copain qui m'a dit ah bah tiens, on va partir faire les 100 km de Rognonas. Ça te dit ? Bah, j'ai dit bah non, ça me dit pas. L'agrégation, c'était début décembre, la course, c'était fin janvier. J'ai dit bah non, tu rigoles ou quoi, je vais pas faire un 100 km. Et puis, j'ai une petite voix dans ma tête qui me disait bah, t'as qu'à faire du 100 km, t'as plus rien à perdre. Alors, avec le recul, je me souviens très bien de cette pensée que j'ai eue. Bah, fais du 100 km, t'as plus rien à perdre. C'est-à-dire que quand je me suis lancé sur 100 km, qui est l'épreuve qui m'a tout apporté au niveau de la consécration sportive, je m'y suis lancé en me disant t'as plus rien à perdre. Et ce que j'avais à perdre, c'était un tout petit niveau sur marathon. C'est-à-dire que moi, je faisais du marathon. Mon rêve ultime, c'est de faire moins de 2h30. À l'époque, 2h30, ça valait rien, parce qu'il y avait pléthore d'athlètes à moins de 2h20. Donc voilà, comme quoi dans la vie, on peut quand même... ça se joue à peu de choses. Je me suis lancé dans la discipline qui m'a permis de tout réussir en me disant vas-y, t'as plus rien à perdre. Alors que j'avais rien à perdre. Donc c'est peut-être une leçon qu'il faut retenir, si je peux me permettre. Parfois, ça se joue à pas grand-chose. Et donc, je remercierai jamais assez mon pote Christian, qui peut-être me regarde en ce moment, et que je remercie d'ailleurs tous les jours, et qui m'a emmené sur ce 100 km. J'y suis allé en 2 mois de préparation. Alors, c'est pas pour fanfaronner, hein. C'est juste pour vous dire que je ne savais pas que cette discipline était faite pour moi. Parce que je me suis lancé en me disant, bon, allez, faisons un truc de dingue, un 100 km, pourquoi pas. Après... Et quand je pars avec mes amis sur 100 km, eux veulent faire moins de 9 heures. Comme tous les coureurs de 100 km à l'époque, ils partent, ou encore maintenant, ils partent trop vite. Donc on part sur 8h30. Et puis voilà, et moi à 8h30, finalement, 12 à l'heure, ça me va bien. Je ne suis pas en difficulté. Et puis plus les kilomètres passent, et mieux je suis. Et à mon premier kilomètre, je fais 7h54. C'est-à-dire que tous mes potes qui étaient des chevronnés, je les perds en route. Et je fais 7h54. Alors, le but, c'est pas de dire, voilà, formidable, Bruno, t'es un champion. C'est de se dire qu'en fait, cette discipline pour laquelle je ne savais pas être fait, elle était faite pour moi. Et quand j'ai passé la ligne, je me suis dit, mais bon sang, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je suis bon. Pourquoi je me suis escrimé pendant des années sur marathon, alors qu'en fait, c'est là que je suis bon. Et maintenant, je tiens ce discours-là avec les gens qui se lancent sur les longues distances en leur disant, mais Bruno, est-ce que je peux faire un 100 km ? Bruno, est-ce que je peux faire un 24 heures ? Bah, t'en as très envie. Au fond de toi, tu veux le faire. Bah, fais-le. Parce que nous, en France, regardez là, on vient de découvrir un jeune champion de 23 ans qui a été champion de France en 6h40. Là. Et tout le monde tombe des nues. Mais les champions de demain, ils n'ont pas 35 ou 40 ans comme moi. Ils doivent avoir 20 ans. Au Kenya, on ne se pose pas la question de savoir à quel âge on monte sur marathon. On y monte très jeune. Nous, en France... on attend d'avoir le meilleur niveau sur 1500 à 25 ans, puis on attend d'avoir le meilleur niveau sur 5000 à 30 ans, puis on attend d'avoir le meilleur niveau sur 10 000 à 35 ans, puis on attend d'avoir le meilleur... Vous voyez ? Puis on arrive sur 100 bornes, on a 50 ans, c'est mort. Donc voilà, n'hésitez pas...
ces pensées limitantes qu'on a. Moi, quand je me suis lancé sur marathon, j'avais 18 ans, c'est ça que je voulais faire. Euh, un gars de mon club, il m'a dit, tu veux faire un marathon? Tu as 18 ans? Il m'a fait ça, je vous jure. Il m'a dit, t'es mort, c'est fini. 50 ans après, je suis toujours là. Donc le marathon, le 100 km, le 24 heures ne sont pas des disciplines aussi destructrices que ça. La preuve, et puis je pense qu'il y a des tas de preuves devant nous. Donc une fois de plus, des pensées limitantes qu'on s'impose par notre culture sportive athlétique en France, que les Russes ne se posent pas, que les Japonais ne se posent pas, que les Kenyans ne se posent pas. On ne se pose pas de questions. Donc le jeune Ruel là, qui a fait 23 ans, bah ouais, il a 23 ans, il est dans la fleur de l'âge, c'est ça l'avenir du 100 km. C'est pas les vieux de 40 ans. Donc voilà, pour synthétiser, je suis allé un peu au-delà de mon propos là, j'ai fait une petite digression. Pour synthétiser, pour réussir sur ce genre de distance et pour réussir d'ailleurs dans la course à pied en général, deux choses clés, la passion et l'envie. Si vous êtes passionné, si vous avez envie, vous réussirez et vous le ferez, mais c'est pour le 100 km et c'est pour tout le reste. Voilà. Donc fin de l'aventure en équipe de France sur 24 heures. Très honnêtement, il m'a fallu des années avant que j'ai l'idée de me dire je le fais. Parce que tourner pendant 24 heures sur une boucle de 1 km, il m'a fallu du temps avant de me dire que j'allais faire ça. Parce que moi, demain, on me demande de faire 3 fois le tour du terrain de foot. Derrière, là, ça me saoule, je m'en vais. Je déteste tourner en rond. Donc, une fois de plus, je m'étais mis des freins, je m'étais mis des limites, je me dis comment je vais faire pour dormir, etc. etc. Et bon, en fait, ça se passe très bien, quoi. Donc, une fois encore, ceux qui veulent se lancer sur 24 heures, ceux qui veulent se lancer sur des distances qui leur paraissent un peu folles, chassez les pensées limitantes. Et si ça vient de vous, si vous avez envie, si vous êtes passionné, faites-le. Parce que peut-être que vous allez vous éclater à faire ça, alors qu'il y a plein de signaux qui vous disent de surtout ne pas le faire. Et je terminerai... j'ai déjà trop parlé de moi, c'est pas le sujet en plus, donc désolé. Je terminerai en faisant un focus sur Millau, pas pour dire que Millau je l'ai gagné et que c'est extraordinaire, mais qu'il y a des moments dans la vie d'un sportif où, alors c'est une parole de prof, mais moi ce jour-là à Millau j'ai vraiment eu l'impression de rendre la copie parfaite. J'espère que vous avez vécu ça un jour dans votre vie, j'espère que vous vivrez ça un jour dans votre vie de sportif. C'est le jour où tout est aligné. Et il n'y a pas d'explication. Enfin voilà, quoi. Tout se déroule de manière fluide et tout se passe à merveille. Et j'avais fait une intervention un jour avec d'autres champions du monde et d'autres champions olympiques. Et c'était hyper intéressant parce que quand on avait fait la préparation de la conférence, j'avais discuté avec d'autres champions olympiques et d'autres champions du monde. On partageait nos ressentis de la copie parfaite. Et je vais vous le partager parce que c'est hyper intéressant. Jean Galfione, par exemple, expliquait que quand il fait son essai pour être champion olympique, quand il court, donc il a sa perche, quand il court, il explique qu'au moment de planter la perche pendant toute la course de l'élan, il ne sent plus le bas de son corps. Il ne sent pas le bas de son corps, il ne sent que le haut. C'est quand même chelou. Hein. Et il est champion olympique. Je vais dévoiler un autre secret. Je ne sais pas si Marie-Josée Pérec nous regarde, mais bon... Tant mieux si elle nous regarde, mais en tout cas, c'est un secret que j'ai envie de vous partager parce que c'est assez incroyable. Moi, j'ai été impressionné par son 200 mètres à Atlanta. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où elle rattrape Merlène Ottey, elle la double sur la ligne, et là, elle est filmée de face, et elle a des yeux exorbités. Moi, je garde cette image en mémoire. Elle a des yeux exorbités, et là, on a l'impression qu'elle va bouffer un lion, quoi. Et voilà, je la rencontre, on parle de tout ça en off, et je lui dis, mais toi, Marie-Jo... quand tu doubles Merlène Ottey, là, tu penses à quoi? Tu es en train de bouffer qui là? Et elle me dit, bah non, pas du tout. Ah, bah, tu penses à quoi? Elle me dit, en fait, tu vas pas me croire, mais je suis en Guadeloupe avec ma grand-mère. Et quand j'étais en Guadeloupe avec ma grand-mère, j'allais sur les ruisseaux et je sautais de pierre en pierre. Elle me dit, quand je double Merlène Ottey, je pensais à ça. Voilà. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle à ce jour où on atteint le summum, son sommet. C'est assez incroyable. Donc j'espère que vous vivrez ça un jour, ce jour où voilà, tout se passe bien et où on n'est pas forcément concentré sur ce qu'on fait, mais on est dans un espèce d'état second où nos pensées sont peut-être même pas forcément d'ailleurs centrées sur l'exercice physique en lui-même.
On me pose aussi souvent cette question. euh, Quelle est l'expérience sportive qui t'a le plus marqué? Et une fois de plus, les choses vont par trois. J'arrive pas à faire la différence. Je ne suis pas capable de dire c'est la plus belle, c'est Millau, ou la plus belle, c'est... Voilà. Avoir gagné à Millau, c'est une consécration, bien évidemment, pour un coureur de 100 km. Mais être champion du monde par équipe, c'est en France en plus, c'était à Cléder en Bretagne, donc c'était quand même un moment incroyable. Et puis bah, la Transgaulle, traverser la France par la seule force de ses jambes, de Roscoff jusqu'à Gruissan en Méditerranée, là on est dans quelque chose de presque de mystique. Donc j'arrive pas à distinguer les trois. Et pour moi, chacune a sa particularité et sa spécificité. Et je vous souhaite d'en connaître des tas et qui vous permettent pas de dire la plus belle, c'est celle-là d'ailleurs. Je vais passer assez rapidement là-dessus, puisque l'idée, c'est quand même de partager sur l'entraînement. Pour moi, la relation d'athlète, et c'est pas par hasard que j'ai mis Pascal Fétizon, c'est vraiment une relation à double sens. Ça ne peut fonctionner que si on donne et que si on reçoit. Et avec Pascal Fétizon, j'ai vraiment eu le privilège d'abord de l'amener au sommet de sa discipline, mais surtout d'avoir une Ferrari entre les mains, un diamant brut, puisque quand Pascal s'est lancé sur 100 km, il venait du marathon. Il venait de louper la sélection à Atlanta en 96, et donc là il s'est dit c'est fini, j'irai plus jamais aux Jeux Olympiques, donc c'est un passionné de course à pied, donc je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais faire du 100 km, et quand je vais faire du 100 km, je vais courir beaucoup et ça va être génial. Et donc la possibilité d'avoir un athlète d'un tel niveau, avec une telle capacité d'écoute et de partage, ça m'a fait franchir des milliers de paliers en quelques années grâce à cet athlète qui a été pour moi une source d'apprentissage extraordinaire. Et j'aurais jamais je serais jamais devenu l'entraîneur que je suis devenu sans avoir le privilège d'entraîner cet athlète qui est peu connu. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, mais c'est pour moi le plus beau palmarès du hors-stade en France. Et j'ai toujours plaisir à lui rendre hommage, parce que Pascal, il a eu des sélections sur semi-marathon, il a eu des sélections sur marathon, il a eu des sélections sur 100 km. Je dis on a loupé le 24 heures parce que bon, il était peut-être pas forcément très réceptif. Mais quand on fait 2h14 au marathon, le 24 heures, ça paraît vraiment quelque chose d'autre, quoi. Et voilà, il a été champion du monde en 2000. Cette année-là, je suis dans l'équipe de France. On court sur un circuit de 10 km et j'entends le speaker qui hurle son nom. Moi, je suis à 5 km de l'arrivée. Il me reste encore 5 à faire. Et là, je peux vous dire que en tant qu'entraîneur, ça a été un moment d'émotion. D'ailleurs, je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Ça a été un moment d'émotion incroyable d'entendre, voilà, de savoir qu'il allait devenir le champion du monde de sa discipline, quoi. 6h23-14, on est, je pense, à 15,5 de moyenne à l'heure sur 100 km. Je crois que ça a fait ouais, c'est ça. On n'est pas très loin des 16 km/h. Alors, on va, après cette présentation, mais qui a un lien avec tout le reste, on va rentrer un peu plus dans le détail des clés de la performance ou des secrets de la performance. Avoir observé des athlètes comme Pascal, comme Laurence Klein ou comme d'autres, ou comme Corinne, ça a vraiment été des objets d'étude pour moi. Je me suis dit, mais moi, je ne me considérais pas comme un sportif de haut niveau, donc je ne me suis pas étudié moi-même, mais j'ai vraiment eu plaisir à regarder comment ces athlètes fonctionnent. Et après, j'ai eu le privilège aussi de connaître d'autres champions dans d'autres sports. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là réussissent et qu'est-ce qui fait qu'ils sont meilleurs que les autres? Et une fois encore, hein, les choses vont par trois. Pour moi, il y a trois savoir-être que possèdent les gens qui réussissent. Et l'idée, c'est pas de parler des champions. L'idée, c'est de vous donner des clés pour que vous, à votre tour, vous deveniez champion du monde de vous-même. Donc, je vais passer là-dessus. Je l'ai déjà dit. Je pense qu'on ne peut pas réussir dans quelque activité que ce soit si on n'est pas passionné. Donc, première chose, la passion. La deuxième chose qui caractérise vraiment les gens qui réussissent, alors j'ai mis les champions, mais c'est la même chose pour un musicien, c'est la même chose pour un chef d'entreprise, c'est la même chose dans tous les domaines, c'est la capacité à voir les opportunités et à les saisir. C'est vraiment quelque chose qui est particulier aux gens qui réussissent et aux champions, c'est que non seulement ils ont cette force de saisir l'opportunité, mais ils ont aussi cette capacité à la voir. Donc ils voient et ils saisissent les opportunités. Et si j'ai mis cette image sur cette diapo, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui est très différenciant, à mon sens, pour les gens qui réussissent et les gens qui sont
qui sont des champions dans leur domaine. Et puis le troisième savoir-être, pour moi, c'est vraiment cette détermination à atteindre l'objectif, c'est-à-dire que rien ne les fait dévier de ce qu'ils ont envie de faire. Ils s'y tiennent. Voilà, tout peut arriver. Ils vont tout mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs, quoi qu'il arrive, quoi qu'on leur dise. Ils ont cette capacité justement à ne pas peut-être avoir toutes ces pensées limitantes dont je vous ai parlé tout à l'heure, toutes ces pensées limitantes qu'on va s'imposer, qu'on va se mettre. Bah non, ça je sais pas le faire. Bah non, ça j'y arriverai pas. Bah non, je suis nul. Bah non. Ils ont cette détermination qui fait qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Et en plus de ces savoir-être, il y a pour moi trois, alors j'appelle ça les savoir-faire. C'est un discours un peu de prof, hein, désolé, mais bon, pour moi, ça me permet de bien structurer les choses. Donc des savoir-être, mais aussi des savoir-faire, pardon. Et pour moi, les trois piliers de la performance, alors j'ai utilisé des termes volontairement proches pour que ça soit facile à mémoriser. Qualité, entraînabilité, volonté. Les gens qui réussissent ont ces trois savoir-faire que je vais détailler par la suite et qui sont pour moi les piliers de la performance en général. Donc derrière les qualités, je mets toutes les ressources qu'on a à sa disposition. Donc champion, ça va être ressources physiques. Musicien, ça sera d'autres compétences. Mais au départ, celui qui réussit, il a des qualités, il a des ressources qui sont, on va dire, en dehors de la norme. Le deuxième point, c'est toute la partie que j'appelle entraînabilité. Donc on peut, je détaillerai après, hein, on peut regrouper ça sous un mot qui est le travail. Mais ça, je vais rien vous apprendre, vous le savez sans doute ou vous l'avez constaté vous aussi. Et le troisième pied du trépied, je l'appelle volonté ou mental, mais on verra que ce n'est pas simplement avoir de la volonté et vouloir faire les choses. Les qualités, je vais passer très vite là-dessus. Je pense qu'il est évident que Teddy Riner, Usain Bolt, Lorman Odou, et on peut en citer d'autres, sont nés avec des ressources physiologiques qui ne sont pas celles de tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il est difficile d'agir parce qu'on est NAIT avec ce que la nature nous a transmise. Voilà, donc si vous estimez que vous n'en avez pas beaucoup, ben, faites un procès à vos parents. Hein, c'est eux les responsables. Il y a une grande partie de génétique là-dedans, hélas. Mais heureusement, il y a d'autres leviers sur lesquels, pour être champion du monde de soi-même, pour être champion du monde de judo, oui, il faut avoir les qualités de Teddy Riner. Mais pour être champion du monde de soi-même, vous allez voir que les qualités, c'est bien d'en avoir, mais on peut agir sur d'autres leviers. Ce que j'ai observé en regardant des gens comme ceux dont je vous ai parlé, c'est que ces gens qui ont des dons exceptionnels ont aussi cette faculté de les développer de manière exceptionnelle. Le champion, il a cette capacité à vouloir s'entraîner, mais aussi à pouvoir s'entraîner. Ce n'est pas la même chose. Hein. On peut vouloir et ne pas pouvoir. On peut pouvoir et ne pas vouloir. Donc il a les deux. C'est-à-dire qu'il a beau avoir des qualités hors normes, exceptionnelles, il va travailler plus que les autres. Alors des exemples, on peut en donner des dizaines. Hein. Ma génération à moi, c'était Michel Platini, un des meilleurs joueurs au monde, qui restait après l'entraînement, qui mettait des bonhommes en mousse et qui tirait des pénaltys et qui tirait des coups francs pendant 2 heures. Voilà, il ne s'est pas mis à mettre des coups francs dans la lucarne du jour au lendemain. Il a travaillé. Il avait un don exceptionnel qu'il a travaillé de manière exceptionnelle. Donc souvent on oublie ça, c'est que le champion, celui qui réussit, c'est celui qui bosse plus que les autres. C'est souvent celui qui arrive le premier à l'entraînement et qui repart le dernier. J'ai vraiment discuté avec beaucoup de champions qui m'ont tous dit la même chose. Mais moi, des gars plus doués que moi, j'en ai connu plein. Mais c'était pas des bosseurs, c'était des fêtards, voilà. Donc c'est le champion, c'est vraiment voilà, c'est pas le plus doué de sa génération, c'est le plus doué qui bosse le plus. Et le troisième élément du trépied que je nomme volonté, pour faire simple, c'est cette capacité qu'a celui qui réussit à jouer
la partition sans fausse note le jour J. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça aussi qui va faire la performance, qui va faire la réussite. Je connais des tas de gens, moi, qui sont très doués, qui s'entraînent énormément et qui le jour J passent à travers. Oui, quand il s'agit de servir pour le match à Roland-Garros devant 15 ou 20 000 spectateurs, il vaut mieux ne pas avoir le bras qui tremble. Mais en course à pied, on le constate aussi. Moi, j'entraîne des gens qui ont des qualités, qui s'entraînent beaucoup. On prévoit un plan de course, une stratégie, et puis au moment du départ, ça part dans tous les sens. Coup de pistolet, on oublie tout, les bonnes résolutions, on part à fond, on suit le premier, on a changé. Voilà. Donc, cette capacité à jouer la partition sans fausse note le jour J, ça fait partie aussi des qualités de ceux qui réussissent. Platini, devant 70 000 spectateurs, il mettait la même que l'entraînement. Voilà, parce qu'il avait ce don. Enfin, vous me direz, il a loupé un pénalty en Coupe du Monde. Mais bon, il avait ce don d'être toujours au maximum de ses capacités le jour J. Donc, quand on relie ces trois compétences ou ces trois savoir-faire, qualité, entraînabilité, volonté, très souvent, on a au bout de toutes ces choses-là la performance et la réussite. Bien évidemment, il y a aussi des choses périphériques. Hein. Un Rafael Nadal capable de gagner 13 fois Roland-Garros, ben ouais, j'ai rien contre Yannick Noah, il en a gagné un, ça lui a suffi. Mais voilà quoi. Bon, Nadal ne chante peut-être pas aussi bien que Noah, mais il en a gagné 13. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce type pour, au bout de 13, être aussi motivé qu'à son premier? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Teddy Riner pour vouloir être 10 fois champion du monde? C'est quand même quelque chose qui est assez remarquable. N'importe qui, moi je me suis largement suffi d'un seul 100 km de Millau. Hein. J'avais atteint mon Graal, c'était bon. Hein. Mais voilà, il y a quand même des gens qui sont pas faits comme tout le monde. Et alors bien sûr, hein, on ne sera jamais des Rafael Nadal ni des Teddy Riner, mais peut-être qu'on peut s'inspirer de ces gens-là, s'approprier. C'est ça le but de mon intervention, c'est s'approprier tout ce qu'eux mettent en œuvre pour le mettre, nous, à notre échelle, en œuvre et essayer de s'inspirer de tout ça. Celui qui réussit, il est jamais rassasié. Ce que j'ai remarqué aussi en côtoyant ces champions, en les entraînant, c'est qu'ils ont une humilité, une capacité d'écoute qui est aussi très importante. C'est-à-dire que Pascal, par exemple, hein, c'est vraiment l'athlète dont je peux le mieux parler, avait cette capacité d'écoute qui était vraiment très caractéristique. Alors que Pascal est entraîneur niveau 3, c'est un très bon entraîneur. Il a failli aller aux Jeux Olympiques sur marathon, il aurait pu venir à coup de Bruno, t'es bien gentil, mais non. Il avait cette capacité d'écoute, ce côté un peu éponge, de capter tout ce qu'on lui disait et de pouvoir le mettre en œuvre. Et ça, c'est une forme d'humilité, enfin en tout cas pour moi c'est une forme de qualité, cette capacité d'écoute qui est déterminante quand on veut progresser, ou au moins quand on veut être champion du monde de soi-même. Et ce que j'ai constaté aussi, et d'ailleurs ça pour le coup je peux en témoigner parce que je l'ai vécu aussi, on ne réussit jamais seul. Celui qui réussit, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit sportif ou qu'il soit, peu importe, un musicien, a cette capacité de bien s'entourer. Mais il a aussi cette capacité de bien discriminer la bonne personne. C'est-à-dire que non seulement ils s'entourent bien, mais ils savent choisir les bonnes personnes. Donc si vous êtes sur un projet personnel, entourez-vous les bonnes personnes, entourez-vous les personnes bienveillantes, entourez-vous des personnes compétentes, et vous réussirez beaucoup mieux, et vous emmènerez les gens dans votre projet, vous emmènerez les gens dans votre aventure. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc en conclusion, je dirais que ce que j'ai compris et ce que j'ai appris en me frottant à la haute performance, quelle qu'elle soit, c'est que ce qui va différencier un champion olympique d'un vice-champion olympique, ça se joue sur des détails, et que celui qui gagne ne néglige rien. Il ne néglige rien. Il prend tout en compte, et tous les paramètres sont optimisés au maximum. Donc à votre tour, quel que soit votre projet, quel que soit votre défi, quelle que soit votre ambition, ne négligez rien, soignez les détails, et vous avez sans doute l'opportunité de réussir.
Donc voilà pour la partie, je dirais, un peu générale de ma présentation. Pour moi, la performance, c'est la performance sportive, mais c'est aussi la performance au sens large. Ce dont j'ai parlé là, ça peut s'appliquer à n'importe qui et pas forcément à quelqu'un qui fait de la course à pied ou qui fait du sport. Et donc, on va aller maintenant, sauf si vous avez des questions ou des remarques, hein, n'hésitez pas, c'est important. Je ne suis pas là pour faire un one-man show. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. On va aller après sur la partie un peu plus centrée sur la course à pied. Et vous verrez que là aussi, il y a un trépied et il y a des choses qui vont par 3. Pas de questions? Donc soit je suis ennuyeux et vous êtes en train de vous endormir, soit j'ai été parfaitement clair et il n'y a rien à dire. C'est ça? Vous êtes gentil. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors la performance. J'aime bien cette définition de Platonov qui dit que la performance, c'est l'expression des possibilités maximales d'un individu dans une discipline à un moment donné. Pour moi, il y a vraiment trois choses importantes dans cette définition et c'est pour ça que je l'ai retenue. C'est l'expression des possibilités maximales. Donc en fait, quelles que soient vos possibilités, vous êtes performant quand vous les exprimez de manière maximale. La 2 chevaux ou la Ferrari ou peu importe, mais c'est maximal. Donc dans performance, il n'y a pas forcément record du monde. C'est votre record du monde à vous. D'un individu dans une discipline, la vôtre ou les vôtres, à un moment donné. On n'est pas toujours performant. Donc le but de la performance, c'est d'être performant à un moment donné. Donc c'est pour ça que je trouve que cette définition de Platonov, elle résume bien ce qu'est pour moi la performance sportive. Donc là encore, un trépied, encore des choses qui vont par 3. Hein, et j'aime bien cette notion de trépied une fois de plus parce que pour moi, si on manque une, ben c'est bancal et ça se casse la margoulette. Donc les 3 piliers, le trépied de la performance en course à pied, pour moi, c'est, alors une fois de plus, hein, j'ai utilisé des termes qui sont faciles à retenir. Performance égale puissance plus endurance plus efficience. Facile à se rappeler. Performance égale puissance plus endurance plus efficience. À vous? Performance égale plus endurance et efficience. C'est bien. Je vois que vous suivez. Je vois que vous suivez. Qu'est-ce qu'on entend par la puissance? Donc la puissance, j'ai parlé tout à l'heure de 2 chevaux, de Ferrari. La puissance, c'est ça. C'est ce dont la nature vous a doté. Si la fée VMA s'est penchée sur votre berceau, on a la petite Iris qui est par là. Non, elle n'est pas là, Iris. Donc voilà, on a un berceau, mais elle n'est pas dedans. Si la fée VMA se penche sur son berceau et que vous êtes né avec des qualités physiques d'un certain niveau, on va dire, c'est essentiellement lié à votre génétique. Voilà. Donc on est à la fois EST et on est à la fois NAIT, 2 chevaux ou Ferrari. Bon, mon exemple, il est volontairement caricatural, hein. Mais c'est un peu ça quand même. L'idée, justement, hein, je parlais tout à l'heure de vulgarisation. L'idée, c'est ça. Hein, c'est un peu rétréci mon exemple, mais voilà, il y a des gens qui naissent, mais vous le savez, hein, tous. Hein, on dit, celui-là, il fait de la course à pied, ou au bout de 3 semaines, il fait déjà 1 heure. Puis moi, ça fait 3 mois que je m'entraîne, j'y arrive pas. Voilà, il y en a qui. C'est très injuste, mais c'est comme ça. La nature vous a doté de qualités physiques, de qualités aérobie pour la course à pied, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais, et là où c'est intéressant, et c'est là où il y a de l'espoir, nous ne sommes pas, je parle de 2 chevaux et de Ferrari, nous ne sommes pas des machines. Et nous, notre corps, contrairement à la voiture qui s'use, il s'adapte à l'usage. C'est-à-dire que si vous vous entraînez, vous allez progresser. C'est ça. Si vous vous entraînez, vous allez progresser. Mais vous ne deviendrez pas tous Kipchoge. Faut pas rêver. Je fais des rimes sans le vouloir. Vous ne deviendrez pas tous Kipchoge. Faut pas rêver. Il y a une limite à tout ça. Il y a une limite. Le but, c'est que vous soyez comme après, mais ce après, il va être limité par votre potentiel déterminé génétiquement à la naissance. Donc, pour schématiser, voilà, hein, imaginez que voilà, c'est un œuf, ou peu importe, c'est un volume. Ce qu'il faut savoir, donc c'est trop tard pour vous, désolé, pas pour la petite, ni pour Iris, c'est que si vous avez une adolescence, ni pour la petite là-bas, si vous avez une adolescence active, si vous courez, si vous bougez,
si vous remuez, si vos enfants bougent, ou vos petits-enfants pour certains bougent, courent, voilà, au lieu d'être derrière des écrans, ce potentiel, ce potentiel que vous avez à la naissance va augmenter un tant soit peu jusqu'à l'adolescence. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge d'or des apprentissages. Nous autres, profs de PS, on est très sensibilisés à ça, parce que contrairement à ce qu'on croit, et aussi contrairement à ce qui se dit parfois à la Fédération française de l'athlétisme, la course à pied n'est pas dangereuse et il faut faire courir les enfants. Il faut les faire courir. Regardez les enfants dans les cours des écoles. Ils courent, ils ne s'arrêtent pas, on ne les limite pas. Quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Donc si j'ai un message à faire passer ici, et tant mieux si c'est vu par des milliers ou des millions de personnes, n'ayant pas peur, faites bouger les enfants, faites-les bouger, faites-les courir. Souvent on me pose la question, on me dit mais moi mon gamin il adore courir, qu'est-ce que je fais? J'ai peur qu'il se blesse, j'ai peur qu'il ait mal au genou. Mais non, 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 non. Allez-y, ils s'arrêteront quand ils seront fatigués, leurs limites ils les connaissent. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, faites-les bouger, faites-les remuer, faites-les courir, et leur potentiel de naissance va un tant soit peu s'augmenter. Mais un tant soit peu, hein. Voilà. Et c'est aussi pour ça que Gebre Selassie, il expliquait que on lui disait mais pourquoi tu cours avec ton bras comme ça? Parce que je tenais mes livres, puis j'allais à l'école en courant, donc tous les matins je faisais 10 km aller, 10 km retour. Bien évidemment, il n'est pas devenu Gebre Selassie parce qu'il a fait 10 km tous les matins et tous les soirs. Mais voilà, il est sans doute né avec un potentiel exceptionnel qu'il a développé parce qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il aille à l'école en courant. Voilà, donc nos sociétés où nos enfants sont de moins en moins actifs, on peut faire passer ce message que, et là je pense qu'on est en train d'atteindre des moments un peu critiques, plus on aura une adolescence active et plus on va avoir un potentiel aérobie important et développé. Donc le but de l'entraînement, pour passer de avant à après, c'est que votre potentiel que moi je définis par cette espèce de bulle là, qui pour un sédentaire est à peu près de 50%, quand vous ne faites pas de sport, vous êtes à 50% grosso modo de votre potentiel. Le but, c'est que l'entraînement l'entraînement en puissance, vous amène à 100% de votre potentiel à vous. Voilà. Le but d'un entraînement bien conduit, c'est que vous soyez à 100% de vos capacités physiques. Et là, on en revient à la notion de performance et de capacité optimale. Un bon entraînement doit vous amener à 100% de votre potentiel, que vous soyez 2 chevaux, Porsche ou Ferrari. Et on verra après comment on peut améliorer ce potentiel de puissance. Hein. Donc puissance, retenez cette idée de moteur. Enfin, je trouve que c'est l'image qui est la plus simple à comprendre. Le deuxième pilier, l'endurance. Donc l'endurance, c'est pas l'endurance à Serge Cotreau. C'est pas l'endurance, je cours des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à l'hurlante. L'endurance, c'est votre capacité à utiliser votre potentiel aérobie, la bulle là qu'on a vue tout à l'heure, de l'utiliser le mieux possible. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la durée d'effort que vous allez parcourir, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous allez pouvoir utiliser un certain pourcentage de votre potentiel aérobie. D'où l'importance qu'il soit le plus gros possible. Okay, si vous n'entraînez pas, vous êtes à 50% et que vous êtes très endurant, vous serez endurant de 50%. 50% Si vous êtes à 100%, même si vous n'êtes pas une Ferrari, vous aurez de toute façon un meilleur niveau. Et l'endurance aérobie, c'est utiliser la plus grosse partie du gâteau. Sachant que la partie du gâteau que vous pouvez utiliser, elle est limitée en fonction de la durée de l'effort. Et ça, c'est une notion sur laquelle j'insiste beaucoup. On entend on court un marathon à 80% de la VMA. C'est une hérésie de dire ça. Parce qu'un marathon, ça peut durer 2 heures pour Kipchoge, ou ça peut durer 5h30 pour Marion. Au mois d'octobre avec Michael au marathon de Paris. 5h30, 80% sur 2 heures, 80% sur 5h30, c'est pas la même chose. D'accord ? Donc, méfiez-vous de cette erreur qui consiste à attribuer des pourcentages de VMA à une distance. C'est faux. Ça ne fonctionne pas. Kipchoge, il est sans doute au-delà de 85% de sa VMA. Et proche des 90. C'est normal, il court 2 heures. Et Marion, elle était plus proche de 65 à 70% de sa VMA sur un marathon. Donc, en fait, le pourcentage de VMA que vous allez utiliser, il va dépendre de la durée de l'effort. Le but de l'endurance aérobie, c'est d'utiliser le plus gros, c'est de se rapprocher du plus gros pourcentage maximal possible. Voilà. Et on s'aperçoit, vous voyez que 100% sur 5 minutes, un test de VMA sur 5 minutes, plus la distance, la durée d'effort, s'allonge, plus le pourcentage de VMA décroît. Et le but, c'est d'être au maximum de la courbe en fonction de la durée de votre effort.
Donc souvent ce que je dis un peu par provocation, c'est que quelqu'un qui vise 2 heures au semi-marathon, il va viser le même pourcentage de VMA que Kipchoge qui fait 2 heures au marathon. Il va courir la même durée d'effort. Alors évidemment, ma comparaison elle est fausse parce que ce que va mettre en route Kipchoge, c'est tout ce que je vous ai parlé avant, parce que c'est un athlète de haut niveau. Et celui qui fait 2 heures au semi, il n'a pas les ressources pour développer tout ce que Kipchoge va optimiser. Mais dans la logique, ça doit être la même chose. On est sur des durées d'effort identiques. Donc sur des pourcentages de VMA qui sont plus ou moins similaires. Donc puissance, le plus gros morceau possible. Endurance, la plus grande part du gâteau possible. Et il y a un troisième. Donc en fait, on va avoir des endurances différentes en fonction des coureurs. Donc, plus votre endurance est forte, moins votre vitesse va décroître au fur et à mesure du temps. Si vous ne travaillez pas votre endurance aérobie, vous allez avoir une pente qui va être très accentuée. Très, très accentuée. Et donc, quand vous allez monter de distance en distance, vous allez perdre du temps. Donc, pour vous illustrer ça, j'ai pris un exemple que je connais bien, c'est le mien. Moi sur 10 km, je faisais 33 minutes. À l'époque, j'étais 115e français dans ma catégorie. Oui, donc maintenant, on fait 33 minutes, on gagne toutes les courses. 1h11 sur semi-marathon. Non, mais c'est vrai. 1h, et moi, j'étais dans les etc. 1h11 au semi-marathon, 32e. 2h31 au marathon. Et mon rêve, passer sous les 2h30. Et je ne fais pas de 100 km parce que je vais me tuer. Sur marathon, 20e. Donc vous voyez, là déjà, il y a une indication que le bonhomme, plus il court longtemps, meilleur il est. Et effectivement, 6h51 sur 100 bornes, du coup là, voilà. Donc, à la question que vous vous posez peut-être, mais est-ce que moi je suis endurant ou pas, vous avez déjà des indications par rapport à votre profil sur les différentes distances. Mais il est possible aussi que vous ayez un profil peu endurant parce que vous n'entraînez pas votre endurance aérobie. D'accord ? Et là, je ne rentre pas dans la notion de seuil parce qu'on va se fâcher. On va se fâcher. Non, le seuil, ça n'existe pas. Voilà, donc en fait, pour ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que pour une certaine durée d'effort, vous allez utiliser 100% de la VMA 5 minutes, entre 4 et 6 minutes. 90% de la VMA, on est sur des efforts qui sont entre 1 heure et 2 heures, hein, vraiment à la louche. Puis voilà, 70% de la VMA, ça va être 4 heures, 5 heures, 6 heures. Voilà, donc un pourcentage de VMA qu'on associe à une durée d'effort et non pas à une distance. Hein. J'insiste là-dessus, c'est très important. Et le troisième pilier de l'entraînement, efficience. Donc en fait, l'efficience, on peut avoir une grosse puissance, on peut avoir une grosse endurance, mais on peut avoir une Ferrari capable de tourner dans les tours très longtemps et très vite, à fond les ballons, donc elle est très endurante, mais elle consomme 20 litres au 100. Donc au bout de 300 bornes, panne d'essence. Donc le but de l'efficience pour vous, sportifs, coureurs à pied, c'est d'avoir un rendement, un coût énergétique le plus faible possible. Plus votre coût énergétique sera faible, plus vous irez loin à puissance et endurance identiques. Ok ? Réduire le coût énergétique, améliorer le rendement, réduire le coût énergétique de la foulée. Avant de rentrer un peu plus dans le détail sans qu'on aille trop loin, hein, parce qu'on va manquer un peu de temps, est-ce qu'il y a des précisions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pensez aussi à bien vous hydrater pendant l'effort. Pas de questions, donc vous continuez à dormir ou je suis toujours aussi clair? Toujours aussi clair? Vous êtes des amours. Alors, comment on fait? Quelle est la mise en œuvre de la méthode champenoise? Ok, mais on fait comment? C'est bien beau tout ça. Donc, un petit rappel auquel je tiens beaucoup et auquel il faut vraiment toujours avoir une pensée quand on est son propre entraîneur ou quand on est entraîneur. L'entraînement, je vais vous décrire, mais vraiment de manière synthétique, les processus de l'entraînement. C'est quoi une séance d'entraînement? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'entraîne? Parce que souvent, on ne se pose pas forcément la question de savoir ouais, ok, t'as fait quoi comme ça? J'ai fait 10 fois 400. Ok, d'accord. Mais normalement, derrière tout ça, il y a toute une logique, il y a toute une recherche de l'entraîneur. Et quand il a fait ça, quand il a mis ça en place, il a une idée derrière la tête. Donc,
l'entraînement, enfin la charge d'entraînement, donc c'est le travail. Je fais une séance de 20 x 30-30, je fais une séance de 6 x 1000. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la charge externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous êtes un groupe d'entraînement. Aujourd'hui, 6 x 1000 pour tout le monde. Tout le monde a la même charge externe. 6 x 1000, c'est la charge externe. OK ? Donc cet entraînement, il va entraîner une activité cardiovasculaire, musculaire, tout dépend de l'exercice. Hein. En général, c'est cardiovasculaire, musculaire. Voilà, donc ça, c'est la sollicitation de l'exercice. Donc on doit savoir quelle activité on met en œuvre quand on met tel ou tel exercice en place. Si on fait des côtes, si on fait des descentes, si on fait du plat, on ne met pas en œuvre les mêmes chaînes musculaires et de la même manière. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir que la sollicitation est différente, mais les impacts aussi seront différents. Donc quand on met en place une séance, ce qu'on recherche, c'est de modifier l'équilibre interne, ce qu'on appelle l'homéostasie. On va perturber l'organisme, on va le choquer pour que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Il y ait ce qu'on appelle des adaptations. Les adaptations, c'est la charge interne. Tout le monde là, on y va, on s'habille, on se met en tenue, on va faire 6 x 1000. Vous aurez tous la même charge externe. Tout le monde fait 6 x 1000. Mais il n'y en a pas un qui aura la même charge interne. Il y en aura peut-être 2 ou 3 qui auront la même charge interne, ceux qui sont parfaitement identiques. Mais vous n'aurez pas tous la même charge interne. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on prend un groupe d'entraînement et qu'on fait tous la même séance, on doit savoir que les adaptations physiologiques qui vont être mises en œuvre ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Elles seront différentes. Et pour savoir quelles sont les adaptations physiologiques qui vont être mises en œuvre, c'est bien de connaître l'individu, de l'avoir évalué, de savoir quel est son niveau, etc., pour connaître les perturbations qu'on va mettre en place. Et l'idée de la charge d'entraînement, pour que l'adaptation fonctionnelle soit bonne, c'est que derrière, les perturbations qu'on va mettre en œuvre, elles permettent l'amélioration des performances. Donc vous voyez qu'il y a tout un processus à mettre en œuvre. C'est pas juste, je suis allé en formation, j'ai appris que la VMA c'était 12 x 200 et je mets 12 x 200 à tout le monde. Derrière, il y a plein de choses qui se passent et qui ne sont pas forcément connues ou qui ne sont pas forcément mesurées et appréciées. Donc attention à bien maîtriser ces choses-là. La deuxième clé de la méthode, et là c'est quelque chose auquel je suis vraiment très très attaché, c'est que vous devez toujours, on en a parlé tout à l'heure, vous devez toujours raisonner en termes de durée d'effort. Alors que bien souvent, on raisonne en termes de distance. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai fait des 200. Alors je vous disais qu'un marathon, ça peut être 2 heures ou 5h30. Des 1000, ça peut être 3 minutes, et ça peut être 6 minutes. Ce n'est pas la même séance, ce n'est pas le même exercice. Si tout le monde l'a fait 6 x 1000, il y en a qui vont faire 6 x 3 minutes, 6 x 3, 30, 6 x 4, 6 x 6. Ce n'est pas la même séance. 36 minutes, ce n'est pas 24 minutes, ce n'est pas 18 minutes. 6 x 1000 à Pascal Fétizon en 3 minutes, 18 minutes. 6 x 1000 à Marion en 6 minutes, 36 minutes. On passe du simple au double. On ne peut pas demander à l'athlète de faire le même exercice s'il fait du simple au double. Alors peut-être que Marion, elle devra faire que 3 x 1000. Ou peut-être que Pascal, il devra faire 12 x 1000. J'en sais rien. Mais dans la logique de la construction de la séance, ne raisonnez pas en distance. C'est le moyen de se planter dans tous les processus d'entraînement que j'ai décrits précédemment. Patrick, tu as une question ? Oui. Souvent, ce qui nous est posé comme question à des personnes qui ne courent pas forcément, c'est de nous dire ah bah tiens, tu as couru combien de temps et combien tu as fait de kilomètres ? Alors, justement, on s'aperçoit que souvent, ça ne veut rien dire. Puisqu'en fonction de la séance, je peux faire une séance d'1 heure, avoir fait 14-15 km, et une séance d'1 heure, en avoir fait que 10 parce que j'ai travaillé autrement, j'ai fait autre chose. Exactement. Et souvent, on a ces questions qui nous sont posées. Ouais, ouais. En réalité, c'est pas ça qu'il faut comprendre, c'est simplement la qualité de la séance et ce qu'on y met dedans. C'est ça, c'est ça. Comme tu dis, c'est pas du kilomètre qui compte, c'est ce qu'on y met comme C'est ça. C'est ça, c'est la durée. Exactement. Exactement. Donc, si on travaille en termes de durée, on va donc appliquer un pourcentage de VMA à une durée d'effort et non pas à une distance. Et si vous regardez, alors je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis dans les clubs, mais l'année prochaine, je vais signer ma 50e année de licence en club, donc je sais de quoi je parle. Bien souvent, mais parce que les clubs en athlétisme, on n'est pas professionnels et puis les entraîneurs, ils ont 50 athlètes à gérer. Bien souvent, ils ont un fichier Excel, 200, 300, 400, 500, 600. On applique un pourcentage de VMA à une distance et on se plante. Parce que si on dit 100% de la VMA sur un 200, c'est un 200 en 30 ou c'est un 200 en 1 ? Parce qu'une VMA de 12, c'est un 200 en 1. Et encore,
Comme la VMA de 12, elle ne fait pas des 200 à 100% de la VMA, c'est même plus de 1. Donc attention. Donc moi, quand j'ai construit ma méthode et quand j'ai construit ma logique, j'avais une VMA de 12 et j'avais Pascal Fatizon une VMA de 22. J'ai fait comme tout le monde. C'est quoi l'essence d'aujourd'hui? C'est 20 fois 200. Donc Pascal, au bout de 20 minutes, il avait fini. Elisabeth, elle y est encore, elle n'avait pas fait la moitié. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche là. Il va falloir peut-être penser différemment. Et donc, je me suis dit, la clé, c'est non pas d'appliquer des pourcentages de VMA à une distance, mais d'appliquer des pourcentages de VMA à une durée. Si on dit 30 secondes égale 105% de la VMA, Elisabeth, elle va faire la même séance en 20 fois 30 secondes que Pascal en 20 fois 30 secondes. Pascal, il aura fait 6 bornes et l'autre, elle n'en aura fait que 3, mais c'est pas grave. Ils auront fait la même charge externe. Et donc, les processus d'adaptation sont censés être les mêmes, puisqu'on a bien évalué la VMA et on a mis en place un exercice qui est adapté au niveau de la personne. Parce que Elisabeth, si elle fait 20 fois 200, c'est plus de la VMA qu'elle fait. Parce que 20 fois 1 minute, c'est impossible à tenir à 100%. Donc, ces trois types de séances, enfin ces trois types de ce qui forme le trépied, puissance, endurance, efficience, c'est VMA, EMA. Alors, on pourra parler du seuil, c'est un gros mot pour moi, mais on pourra en parler, il n'y a pas de souci. VMA, EMA et séances de vitesse spécifique. Donc, pour développer la puissance, on fait des séances de VMA. Pour développer l'endurance, on fait des séances d'EMA. Et pour développer l'efficience, on fait des séances de vitesse spécifique. Voilà. Les séances, donc ces trois facteurs, ils sont résumés ici. Les séances de VMA, on est sur des intensités entre 95 et 105% de la VMA. Et que ce soit Elisabeth ou Pascal, VMA de 12 ou VMA de 22, 95% de 1 minute, ça reste 95% de 1 minute. Donc on sait qu'on va mettre dans le 1000, puisqu'on va mettre en place des processus qui seront identiques avec deux athlètes qui courent du simple au double. Séance de VMA, on est entre 80 et 90% de la VMA. Voilà pourquoi j'ai un peu des problèmes avec cette notion de seuil qui est une notion qui est bien réelle. Je ne dis pas que ça n'existe pas, le seuil. Le seuil, c'est un moment très particulier qui est décrit par des physiologistes qui existent. Mais s'entraîner au seuil, si on prend la définition au pied de la lettre, c'est s'entraîner à une seule vitesse, au dixième de kilomètre heure près, à un instant T d'un athlète qu'on a évalué dans des conditions de laboratoire qui sont inaccessibles à 99,99% de la population. Donc personne ne connaît son seuil, donc je ne vois pas l'intérêt de s'entraîner avec une notion qu'on ne peut pas évaluer. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, par contre, ce qu'on sait, et ça a été vérifié physiologiquement, c'est que le seuil s'améliore quand on travaille dans cette zone entre 80 et 90, parce que le seuil il est quelque part là-dedans. Et que donc, quand on travaille entre 80 et 90% de la VMA, on va améliorer cette capacité qu'on a à utiliser le plus gros morceau possible de son gâteau en fonction de la durée d'effort qu'on vise. Voilà. Et la troisième séance, la séance d'efficience, la séance pour réduire le coût énergétique, la séance de vitesse spécifique, là, en fait, elle va différer en fonction de ce que vous préparez. Vous préparez un 10 km en 1 heure, votre vitesse spécifique, c'est 10 km/h. Donc, vous allez courir à 10 km/h pour améliorer votre efficience. Vous voulez faire le marathon à 3 heures, 14 à l'heure, votre vitesse spécifique, c'est 14 à l'heure. La vitesse spécifique, c'est la vitesse à laquelle on espère courir le jour J. Et le corps humain est bien fait. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en courant qu'on devient coureron. Et donc, voilà. Et en fait, le corps humain est bien fait. Et en répétant, et d'ailleurs, je suis sûr que vous l'avez déjà ressenti, cette notion de vitesse spécifique. C'est-à-dire que si vous courez toujours la même vitesse, là, vous êtes hyper bien. Mais plus vite, c'est dur. Et attention, plus lent aussi. Courir lentement, ça prend. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis passé du 100 km en 24 heures, je suis passé de 15 à l'heure de vitesse à 11, je peux vous dire que ça fait drôle. Parce qu'à 11, je n'y arrivais pas. Il m'a fallu du temps avant d'apprendre, avant de mémoriser l'allure. Donc, courir lentement, ça prend aussi. Donc, la vitesse spécifique, c'est vraiment la vitesse de votre objectif. Et en fait, physiologiquement, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, donc on a cette capacité à trouver la bonne gestuelle et le bon rythme, entre guillemets, un peu naturellement. Voilà. Donc, puissance, endurance, efficience. Alors, pour aller encore un peu plus dans le détail, ça se travaille comment la VMA? Alors, je ne vais pas trop détailler, parce que sinon,
voilà, on va manquer de temps. Une fois de plus, hein, encore la règle de 3, que vous ne retrouverez peut-être pas partout, et c'est ça aussi un peu la caractéristique de cette méthode champenoise, c'est que pour un développement optimal du système aérobie, il faut vraiment balayer toute la palette des 95 à 105%. Donc il faut faire de la VMA courte, il faut faire de la VMA moyenne, il faut faire de la VMA longue, parce que chacune a des impacts physiologiques qui sont différents. Et j'aime bien cette notion de comparer ça un peu à l'approvisionnement d'une usine. En fait, si vous êtes à la tête d'une production de ce que vous voulez d'ailleurs, peu importe, vous vous dites, bah voilà, moi je voudrais bien augmenter ma production parce que je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. Je vais augmenter, d'abord je vais agrandir l'usine. Ok, donc j'agrandis l'usine. Donc là, vous travaillez la VMA. C'est la puissance. Parce qu'en fait, la VMA, c'est la capacité qu'a l'organisme à travailler au niveau de notre usine, c'est-à-dire de notre cellule musculaire. Mais si vous agrandissez l'usine, vous doublez la taille de l'usine, vous faites un gros investissement. Ok, vous faites que la VMA courte. Mais si au départ, vous n'augmentez pas le nombre de camions pour approvisionner l'usine, et si vous doublez le nombre de camions, mais que vous n'agrandissez pas les routes, ça va coincer à un moment ou à un autre. Donc pour que le système, alors c'est un peu schématique ce que je fais, mais une fois de plus, le but c'est de vulgariser. Hein. Donc je fais un raccourci, mais pour moi c'est assez parlant. Si vous voulez améliorer le système dans son ensemble, si vous voulez améliorer votre puissance, il faut améliorer la taille de l'usine, il faut mettre plus de camions pour amener les matières premières, et il faut aussi améliorer les routes. Les routes, c'est quoi? C'est les vaisseaux sanguins. L'usine, c'est la cellule. Les camions, c'est quoi? C'est l'oxygène, le transport. Hein. Donc voilà, il faut améliorer les trois. Donc pour et souvent, je trouve que ce sont des choses qui sont défaillantes dans les plans d'entraînement que je vois. C'est qu'il n'y a jamais les trois. Donc le développement du système aérobie, il n'est pas optimal. Il n'est pas optimal. Pour qu'il soit optimal, il faut améliorer les trois. VMA courte, entre 100 et 105% de la VMA. Je vous passerai où on vous transmettra les détails parce que là, je ne pense pas que ça soit nécessaire que je m'attarde là-dessus. Très rapidement, entre 15 et 20 minutes d'effort, une séance de VMA courte. La récupération est plus ou moins égale à la durée de l'effort. La séance de 20 x 30-30, hein. Alors on va faire des 30-30, des 45-45 ou des 45-30, peu importe. Donc là, on est sur de la VMA courte, on est sur la cellule, on est sur l'usine, pardon. VMA moyenne entre 95 et 100% de la VMA. Là, on va augmenter la durée de la séance. On est entre 20 et 25 minutes. Proportionnellement, la durée de l'effort est réduite par rapport, la durée de la récupération est réduite par rapport à la durée de l'effort. On va être sur du 2-1 ou sur du 1-45 ou du 1-30. Enfin bon, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais grosso modo, au fur et à mesure que la distance d'effort s'allonge, le temps de récupération ne sera pas identique. Il sera de moins en moins important. Et on va finir sur de la VMA longue, par exemple, à 4 minutes d'effort, 2 minutes de récup. On peut même descendre un peu. Et là, on va être sur des durées de séance entre 25 et 30 minutes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est on va augmenter la durée de l'effort, la durée globale de la séance, on va diminuer le pourcentage de VMA, et le rapport récupération-durée d'effort va petit à petit diminuer. Voilà. Donc VMA courte, VMA moyenne, VMA longue pour améliorer la puissance. Comment on fait pour l'endurance aérobie? Donc, vous allez me dire, oui, mais moi, comment je sais si j'ai une endurance aérobie élevée ou faible? Alors ça se mesure. Hein, ça se mesure. En fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, cette courbe, il y a des gens qui ont mis ça en formule mathématique, et cette courbe, ils l'ont transformée en pente, en reliant en fait des points de performance. Si je prends mon 33 minutes, mon 1h11, mon 2h32, ça va donner une pente. Si je fais 33, 1h11, 2h30, je vais être comme ça. Si je fais 33, 1h14 et 2h40, je vais être comme ça. Ma pente, elle va être plus forte. Si je fais 33, 1h08 et 2h25 au marathon, mon endurance, elle est meilleure. Donc en fait, on mesure votre endurance, on réduit ça en fait à une pente qui aligne différents niveaux de performance. Et plus votre endurance est faible, plus votre pente est accentuée, plus votre endurance est faible. Voilà. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est ça, cette notion d'alignement des performances. Et en fait, en fonction de votre indice d'endurance, et c'est pour ça que je m'inscris en faux avec cette notion de seuil, parce que la notion de seuil, ça veut dire que tout le monde court à la même vitesse. Alors le seuil, je crois que c'est... soit c'est 4 millimoles, soit c'est...
Enfin bref, déjà 4 millimoles, c'est une courbe de Gauss, donc il y en a pas un, la majorité est à 4, mais tout le monde n'est pas à 4, il y en a qui sont à 7, il y en a qui sont à 2. Donc voilà, donc en fait, cette notion d'endurance aérobie, elle prend vraiment en compte vos capacités du moment. C'est-à-dire que plus votre pente est accentuée, moins vous êtes endurant, et plus vous allez travailler un pourcentage de VMA qui est faible. Mais avec le travail, ce pourcentage de VMA, il va augmenter, parce que vous allez redresser la pente. Donc, déterminer son indice d'endurance, déterminer le pourcentage de VMA optimal pour le travailler, et avec l'entraînement, ce pourcentage, il va s'améliorer. Ça va, c'est pas trop technique? Je peux pas trop détailler parce que là, on pourrait parler 1 heure de chaque thématique, hein. Donc, ce qu'il faut retenir, des allures entre 80 et 90% de la VMA. Voilà, on va faire régulièrement ce type de séance, hein, j'ai oublié de le préciser, mais tout à l'heure, je parlais d'adaptation et de désadaptation. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre VMA, elle s'améliore. Vous avez vu, je vous ai montré la part du gâteau, elle augmente. Mais si vous ne travaillez pas une qualité pendant un certain temps, elle décline. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites plus de VMA, elle chute. Et donc, il faut de nouveau la faire remonter. C'est pour ça qu'il est important de travailler de manière régulière à certains moments de l'année, notamment en préparation générale. Il va falloir répéter ce type de séance tous les 4 à 5 jours pour qu'il y ait un vrai développement. Si vous faites une séance de VMA tous les 15 jours, vous entretenez, vous ne développez rien. Désolé de vous le dire, mais ça ne développe pas grand-chose. Si on veut vraiment développer sa VMA, il faut s'y consacrer, il faut y consacrer du temps, généralement très en amont de votre objectif. Et là, il faut vraiment mettre un nombre de séances de VMA régulièrement, tous les 3-4 jours, 4-5 jours, couplé avec des séances de VMA pour vraiment avoir un impact sur votre système aérobie. Comment se travaille la vitesse spécifique? C'est simple. Voilà, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le professeur Lacour. L'endurance n'est pas transférable. C'est-à-dire que si vous courez à 12, vous êtes bon à 12. Si vous courez à 13, vous êtes bon à 13. Si vous courez à 14, vous êtes bon à 14. Donc ne courez pas à 13 en vous disant moi je vise 12, donc je vais courir à 13, comme ça j'aurai de la marge à 12. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez courir à 12, être performant à 12, courez à 12. Voilà. Par contre, si vous voulez que votre vitesse de course elle passe de 12 à 13, améliorez votre VMA, améliorez votre EMA, améliorez votre pourcentage de VMA et vous passerez à 13. Mais vous courrez à 13. D'accord ? C'est important, hein. J'entends souvent ça. Je m'entraîne plus vite, comme ça j'ai de la marge. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, évidemment, si votre vitesse c'est 12 et que vous courez à 12,5, ça va, quoi. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure que la performance, elle se joue dans le détail. 12, c'est 12. C'est pas 12,2 et c'est pas 11,8. 12, c'est 12 et il faut être précis, il faut être rigoureux. D'autant que ça ne sert à rien de courir à 12,2. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc pourquoi le faire? Voilà, donc les séances de vitesse spécifique, ce sont les séances de la vitesse à laquelle vous voulez courir. Alors bien sûr, elles seront différentes si vous préparez un 10, si vous préparez un 100 km. Si vous préparez un 10, vous allez faire des répétitions de 1000, de 1200, de 1500, de 2000, voire même de 3000. Vous n'allez pas aller au-delà de 3000. Si vous faites un marathon ou un 100 km, vous allez répéter des fractions de 5, 6, 8, 10, 12 km, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Si vous faites du 100 km, vous allez faire... et encore, là, je dis une bêtise, parce que si vous faites du 100 km à 15 km/h ou si vous faites du 100 km à 8 km/h, ce n'est pas la même chose. Donc, celui qui fait du 100 km à 8 km/h, il peut partir 4 heures à vitesse spécifique. Pascal Fétizon, quand il courait à 15 à l'heure, il ne partait pas 3 heures à 15 à l'heure. Déjà, il a quasiment fait la moitié de son 100 km. Hein. C'est pour ça que c'est important de raisonner en durée. Voilà. Alors, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible, d'abord parce que vous avez réussi une vraie performance à tenir tout ce temps-là à m'écouter. Merci de votre attention. Et puis l'idée, c'est aussi quand même que vous posiez les questions, même si vous êtes gentil de m'avoir dit que j'avais été clair, net et précis, que vous n'ayez pas de questions, mais je suis sûr qu'il y en a quelques-unes. Donc n'hésitez pas. Lancez-vous. Voilà, j'aime bien cette phrase d'Albert Einstein. J'espère qu'elle vous incitera à ne pas hésiter à être idiot une seconde pour ne plus l'être toute votre vie. Voilà, donc dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. Et maintenant, voilà, à vous la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour la technique, pas besoin de passer le micro, je pense. On est au top. On y va ? Alors moi, mon premier marathon, j'ai attendu d'avoir 18 ans pour le faire et je l'ai fait à 18 ans.
Donc, j'ai pas attendu. Et tous les ayatollahs de l'athlétisme me disaient ta carrière, tes Jeux Olympiques sur 1500 mètres, c'est fini, tu peux faire une croix dessus. Moi, alors évidemment, je ne pense pas que ce soit. On voit des cas extrêmes où des enfants de 4-5 ans, poussés par leurs parents, réalisent des performances. Ça, je suis contre. Moi, j'ai commencé mon exposé en parlant de la passion. Si un enfant vous dit papa, maman, un enfant veut courir, je veux le faire, il faut le laisser faire. Bien entendu, bon, je ne sais pas quel âge elle a, la petite, elle a 12 ans. Je ne pense pas que ce soit raisonnable qu'elle fasse un marathon parce qu'elle est en pleine croissance et ce serait, enfin, ouais, ben voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le premier, quand je vous dis ça n'a pas d'impact, il n'y a pas d'études scientifiques rigoureuses qui ont été menées. Donc, mais ma parole, elle a autant d'impact que le médecin qui dit la même chose à l'envers. En fait, lui, il se protège et il répète un truc qu'on lui a dit. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir des médecins du sport qui savent de quoi ils parlent et qui parlent de sport. Les médecins du sport, qui ont des enfants qui font du sport et qui connaissent le sport, en général, sont moins frileux. Mais un 10 km à l'âge de 12 ans, ça pose vraiment aucun problème. Et vraiment, spontanément, naturellement, l'enfant, il va s'arrêter quand il sera fatigué. Parce que l'enfant, contrairement peut-être à nous, moi, sur le 3e livre, là, je dis progresser connecté avec les outils connectés, mais soyez connectés à vous-même. Les enfants, ils sont connectés à eux-mêmes en permanence. C'est-à-dire qu'ils s'écoutent, ils ont mal, ils s'arrêtent. Nous, on va forcer parce que machin nous regarde ou parce qu'on s'est fixé un objectif. Les enfants, ils s'arrêtent. Donc, bon, voilà. Autre chose aussi, moi, mes 3 enfants, il y avait une diapo là où on voyait une séance de VMA. Moi, mes 3 enfants, ils ont commencé à faire de la VMA à 8-10 ans. Mais je leur ai pas fait faire de la VMA pour qu'ils soient champions. Je disais à ma fille, même sur la piste de danse, ça va te servir. Parce que tu auras la pêche et tu vas danser plus longtemps que les autres parce que tu auras une grosse VMA et tu auras ça toute ta vie. Parce que moi, ce qui m'animait, c'était l'âge d'or des apprentis. D'ailleurs, elle danse jusqu'à la fin de la nuit. Salut Manon. Si tu me regardes, ça m'étonnerait qu'elle me regarde. Donc voilà. Donc non seulement on peut leur faire des distances longues, sans exagérer, mais là où c'est peut-être le plus important, c'est la VMA. Et là, moi, j'ai été 4 ans directeur sportif d'un club. Je me suis battu, bonjour l'EFSRA, je me suis battu contre les entraîneurs de l'école d'athlé qui obligent des gamins qui viennent courir à faire du lancer de marteau, qui forcent les lanceurs de marteau à aller faire le cross. Et ça, pour moi, c'est la meilleure manière de dégoûter les gamins de l'athlétisme. Alors, une fois de plus, je vais me faire beaucoup d'ennemis, notamment à la FFA. Mais bon, comme c'est le bordel en ce moment, c'est pas très grave. Voilà, donc faites faire de la VMA à vos enfants, faites faire du fractionné, laissez-les courir. Voilà, moi, mes gamins, jusqu'à la fin de leur jour, ils ont un gros potentiel aérobie, que ce soit pour aller faire la teuf toute la nuit ou que ce soit pour aller faire du sport. Mais c'est important à cet âge-là qu'ils bougent, qu'ils courent. Et la VMA, de manière structurée, du 30-30 chez les jeunes, il faut le faire. Au contraire. Là, par contre, c'est vraiment très bénéfique pour eux, surtout qu'on est quand même dans des générations où ils ne bougent pas beaucoup. Donc, plus ils bougeront, mieux ce sera. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans ma réponse. Alors, on avait d'autres questions? Patrick? Après, on a Viro. Jusqu'à quel âge je peux courir? Est-ce qu'un vieux peut courir? Ouais, il n'y a pas de limite. La preuve. La preuve. On est aussi. Il est pas vieux, il a mon âge. Viro? Elle décline à partir de 15 jours. À partir de 15 jours de... À partir de 15 jours, la VMA commence à décliner. Et elle va décliner, si je suis vraiment schématique, elle va décliner jusqu'à 50%. Donc, grosso modo, quand on fait rien, on est à 50%. Mais si tu reprends la VMA dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas retrouver ton niveau initial. Sachant que ton niveau initial baisse d'année en année. C'est-à-dire que tu ne retrouveras pas le niveau initial d'il y a 3 ans. Si tu as optimisé il y a 3 ans, tu n'optimiseras pas de la même manière 3 ans après. Mais tu optimiseras 2 mois après, 3 mois après. Donc tu peux retrouver ton niveau de VMA que tu avais avant la blessure. Oui, ça sans aucun problème. Surtout si tu utilises un plan Bruno Hubi. Oui. Là, il y a un véritable transfert qui peut s'opérer. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, si vous faites du vélo et que vous préparez un 100 km, vous allez avoir les jambes défoncées. Si vous ne faites que du vélo. Armstrong,
enfin, c'est peut-être pas un bon exemple, mais les cyclistes qui font de la course à pied, voilà, désolé, c'est pas le bon exemple. Les cyclistes qui font de la course à pied ne sont pas efficaces autant qu'un coureur à pied, parce que musculairement, ce ne sont pas les mêmes choses. Par contre, le potentiel aérobie, il est le même. Donc, on peut travailler sa VM en ski de fond, en natation, si on est bon en natation, en vélo, dans tous les sports aérobies, en ski de fond, en ski roue. En fait, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de solliciter les processus aérobies au maximum. Donc, on peut remplacer par du vélo, mais pas du vélo d'appartement en tournant les jambes. Du vélo d'appartement qui va reproduire les mêmes séances que de la course à pied. 20 x 30-30, 30 secondes à fond, récupération, 30 secondes. Sauf que en vélo, par exemple, si on prend le cyclisme, on s'aperçoit pour avoir un travail aérobie identique qu'il faut que les fractions d'effort soient plus longues et les fractions d'effort très courtes. Et c'est encore pire en natation, où là, les fractions de récup sont très très courtes parce qu'on n'est pas sur des sports portés. Donc on ne va pas faire 20 x 30-30, 20 x 30-30 en vélo, 20 x 30-30 en natation, 20 x 30-30 en course à pied, ça n'aura pas le même impact. On va transformer. On va faire par exemple du 1 minute 30 en vélo, parce que 30 secondes, c'est assez pour récupérer. En course à pied, c'est trop court. Mais on peut faire de la VMA dans tous les sports. Oui. C'est pour ça aussi qu'un très bon skieur de fond, on le met sur un marathon, dès qu'il a passé la phase d'adaptation musculaire, il va être très bon. Parce que c'est la pompe, c'est le potentiel aérobie qui parle. Après, la différence, elle va être musculaire. Mais on peut. Je crois qu'il y avait une question là. Ouais, Stéphane. J'ai une anecdote parce que quand je suis arrivé sur 24 heures, c'est un peu comme quand je suis arrivé sur 100 km, c'était un peu la préhistoire au niveau de l'entraînement. Hein. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais je suis désolé, c'est comme ça. Moi, quand je suis arrivé sur 100 km, on me disait l'entraînement, il n'y a rien qui existe. Donc, il a fallu construire un modèle. Et quand je suis arrivé sur 24 heures, en alimentation, il y avait des Guillomards, Jean-Pierre Guillaumard, il y avait Mohamed Magroun qui était là en sélection avec moi. Momo, il est d'origine tunisienne, il faisait un sandwich merguez. Et Jean-Pierre, il faisait sandwich jambon, purée jambon. Et au bout de quelques heures, ça repartait d'où ça venait. Mais il me disait, mais c'est ça le 24 heures. Je me suis dit, déjà que tourner sur une boucle d'1 kilomètre, c'est pas drôle. Si en plus, il faut dégueuler. C'est moyen comme discipline, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver. Et comme il n'y a pas de hasard, j'avais le privilège de travailler avec Anthony Berthoud, qui me suivait déjà en équipe de France de 100 km. Et voilà, Anthony, il a apporté, nous les athlètes, on a apporté cette dimension de se dire, pourquoi est-ce qu'on serait obligé de vomir? Et donc voilà, et donc maintenant, avec Anthony, on s'est tourné vers des alimentations liquides, voire semi-liquides. Et voilà, plus personne ne vomit et on arrive à tenir 24 heures. Alors moi, ce que je recommande, mais ça n'engage que moi parce qu'on a tous nos différences. Mohamed Magroun, Pascal Fétizon, il ne mangerait jamais de sandwich merguez, mais il est capable de manger des choses que moi, je ne digérerais jamais en courant. Donc on est tous différents. Vous êtes tous différents et vous devez connaître ce que vous êtes en capacité de digérer. Certains vont manger des choses solides, d'autres ne pourront pas. Moi, je ne pouvais pas manger de choses solides. Donc c'était que du liquide, semi-liquide, compote, soupe, purée très liquide et que des boissons. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un 24 heures, quand vous avez la sensation de faim, c'est juste votre cerveau qui a l'habitude de manger qui vous dit hop, c'est l'heure, on mange. Mais physiologiquement, ce n'est pas une obligation. On peut courir 24 heures sans manger d'aliments solides. Oui, il va manquer cette espèce de routine qu'on a parce que le cerveau, il a l'habitude. Mais physiologiquement, on n'a pas besoin. Mais par exemple, sur 100 km, les gens me disent moi, on m'a dit qu'il faut que tu manges. Tu vas faire un marathon, il faut que tu manges. Non. Il ne faut pas. Si vous avez très faim et que vous digérez bien ce que vous mangez, mangez. Ça vous fait plaisir. Mais physiologiquement, vous n'en avez pas besoin. On peut faire un marathon, un 100 km en 24 heures, uniquement avec des boissons énergétiques. Oui, vous aurez cette sensation de faim, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de l'essence dans le moteur. Donc, pour résumer, écoutez-vous, testez. Et puis, vous trouverez ce qui vous convient. Voilà, c'est juste une question de bon sens. Et une fois encore, de savoir s'écouter. Il faut prendre des aliments qui sont très, très, très digestes, qui sont le moins chimiques possible, dont l'assimilation sera la plus facile. Voilà. Et si vous partez sur ces principes-là, vous avez peu de chances d'avoir des problèmes au niveau gastrique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. C'est ça. Et alors, c'est étonnant parce que Amy, c'est moi qui l'ai entraînée et on n'a pas parlé de ça. Elle ne me l'a pas dit. Et quand j'ai vu qu'elle avait pris ça, je me suis dit, mais
pourquoi on n'en a pas parlé? Moi, je lui avais pas dit, on n'avait pas, tu vois, on n'avait pas du tout prévu ça, hein. Et donc, ouais, et voilà, c'est l'exemple même de la connerie qu'il ne faut pas faire. Et des 24 heures, on n'a fait pas 50 dans l'année, donc c'est quand même dommage de se planter pour un détail qu'on n'aura pas prévu. Ouais, c'est ça. Mais l'autre sixième que j'ai aussi le bonheur d'entraîner, c'est Rudy Bedlarski. Rudy, quand il a commencé le 24 heures, sur sa table de ravitaillement, c'était que des bonbons Haribo. Que les bonbons Haribo, des fraises Tagada, alors moi, suiveur, je me régalais, enfin je prenais 3 kilos, mais je me régalais, j'allais aux fraises Tagada, mais pour lui, c'était pas bon, quoi. Et donc, il a évolué, et maintenant, Rudy, il n'a plus de problème gastrique, il tient les 24 heures sans problème. Il est passé des fraises Tagada à autre chose. Je ne vais pas citer de marque, mais à autre chose. Enfin, si, je peux citer les marques, hein, si ça vous intéresse. Autre question? Alors, une fois de plus, je vais répéter quelque chose que je viens de dire à l'instant. On est tous différents. On est tous différents et chaque épreuve est différente. C'est-à-dire qu'en fait, un 100 km où on est passé à travers, où on a fini en galère, où on a marché, où c'était dur, où on a fini au bout de sa vie, et un 100 km qu'on a fini de manière flamboyante, physiquement, on ne récupère pas pareil et psychologiquement, on ne récupère pas pareil. Donc déjà, dans la façon dont se déroule l'épreuve, on va avoir un après qui sera différent. Néanmoins, moi je l'ai testé, je viens de le tester encore après mon Alpha Ironman. Là. Quand on réussit une épreuve, on a tendance à surfer sur la vague. Moi j'ai surfé là, après l'Ironman, j'ai enchaîné 5 épreuves de suite, j'étais euphorique. Derrière, j'ai pris une volée, mais j'ai pris une branlée monumentale. Parce que et je le connais le principe, hein, c'est de couper quoi qu'il arrive. Et je ne l'ai pas appliqué à moi-même. Mais voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on réussit une épreuve et qu'on est euphorique, il faut s'accorder une période de repos. Même si on n'en a pas envie, parce qu'on est euphorique et qu'on a envie de courir et qu'on a envie de profiter. Et là, c'est le rôle du coach, c'est le rôle de l'entraîneur de dire non, stop, tu cours pas là, tu te reposes. Et voilà, moi, personne ne me le dit, mais donc du coup, je fais n'importe quoi, mais c'est ça aussi l'intérêt. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, s'accorder une période de repos de 15 jours à 3 semaines, pendant laquelle, en fonction du type de coureur, on va faire ou pas faire. Il y en a qui vont vous dire, moi, c'est bon, hein. Pendant 3 semaines, je ne vais plus entendre parler de course à pied, je vais m'occuper de mes enfants, je vais faire du jardinage, je vais aller au cinéma parce que j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner, donc stop. Bah super. Puis d'autres vont vous dire non, mais moi je tiens pas en place, hein. Non, moi ça va pas être possible. Ben, va nager, fais du vélo, va marcher, mais couper physiologiquement et psychologiquement avec la course à pied. Pour moi, ça, je l'ai constaté parce que j'ai comparé différentes phases de récupération pour moi, pour Pascal, pour d'autres athlètes, et c'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma. Une phase de surcompensation et derrière, un trou. Et plus on va surfer sur la vague de la surcompensation et plus le trou derrière sera profond. Et là, moi, derrière, j'ai vraiment morflé parce qu'il y a un moment où j'étais... voilà, et je savais pourquoi. Parce que j'avais abusé derrière, j'ai surfé sur la vague. Donc, prendre le temps de se récupérer. Donc, pour résumer, prendre le temps de récupérer et récupérer un peu à sa sauce en fonction du type de personne qu'on est. Voilà, je suppose que si on est maçon, alors je prends les exemples un peu caricaturaux, ben après un 100 km, on a déjà un boulot suffisamment dur. Peut-être que quelqu'un qui a un bureau pendant des heures et des heures, on peut envisager que lui, oui, il a envie de faire un peu de vélo ou de sortir et de prendre l'air, quoi. Donc voilà, c'est une réponse un peu de normand, mais on est tous différents, mais il y a quand même des principes à respecter avec la coupure et faire autre chose que l'activité de base, quoi. EMA et VS, endurance aérobie et vitesse spécifique se chevauchent souvent quand on fait les stages, par exemple, et qu'on fait la séance spécifique. Je demande aux gens de mettre le pourcentage de VMA. Et souvent, on s'aperçoit que certains pourcentages de VMA correspondent à certaines intensités d'effort. Un athlète de très haut niveau sur 10 km, sa spécifique, c'est presque de la VMA longue. Tellement il va vite, puisqu'il a 90% de sa VMA. Et effectivement, pour d'autres athlètes, un athlète qui fait un 100 km à 65% de sa VMA, entre 60 et 65%, la vitesse de footing, son footing, c'est son spécifique. Donc, aucun intérêt de faire des séances de vitesse spécifique, puisque c'est la même chose. Dans ton exemple, quelqu'un dont la séance de vitesse spécifique correspond à une séance de MA, il faut savoir que là, il fait deux séances en une. Donc, il faut en tenir compte dans le plan d'entraînement. Donc, moi, alors, dans le livre, ce sont des plans génériques, donc je me suis adressé à tous. Donc, je n'ai pas traité les cas particuliers, mais dans ce cas particulier où une séance... une allure se confond avec une autre, c'est le moment de travailler les autres. Si EMA se confond avec vitesse spécifique, faisons de la VMA courte et de la VMA moyenne.
ce qui nous permet de balayer tout le champ de la VMA et de ne faire qu'une seule séance. Parce que quand EMA et vitesse spécifique sont différentes, ça fait 2 séances. Il n'y en reste plus qu'une pour travailler la VMA. Donc on ne développe pas la VMA. Si on fait EMA et VS en même temps, on a 2 autres séances pour développer d'autres choses. Si ce n'est pas un profil rapide, on n'est pas obligé de faire 2 séances de VMA. On peut faire une séance de VMA et puis une allure 2 par exemple, où on va balayer une intensité entre l'allure 1 et le EMA. Donc moi, je recommande vraiment, quand les deux se confondent, d'en profiter pour faire, de ne pas faire 2 fois la même séance, mais d'en faire une autre, d'en faire une troisième. Voilà. Il y a la formule de Perronnet. Alors, je n'ai pas voulu rentrer dedans parce que c'est une Perronnet, P2R-O-2-N-E-T, Perronnet, qui est un entraîneur, un chercheur canadien. Donc, qui a fait une formule mathématique, mais ça nécessite quand même de connaître sa VMA. Et voilà, en fait, lui, Perronnet, il calcule cette pente. Avec le logarithme népérien, il calcule cette pente. Donc, en rentrant des performants, en rentrant sa VMA et en rentrant un pourcentage de VMA, on va avoir la pente. Mais moi, je me suis trouvé confronté à ça. C'est-à-dire que moi, des gens s'adressent à moi en me disant je ne connais pas mon indice d'endurance. Donc, moi, j'ai élaboré un test qui est complètement empirique et qui permet de déterminer, en fait, qui est empirique, mais en fait, qui est assez efficace, qui permet de déterminer le EMA. Donc, en fait, moi, je propose de faire, alors il faudrait que je m'en souvienne par cœur, des séquences à 80% de la VMA. De mémoire, ça doit être 3 x 12. Donc, on va faire... il faut que je retrouve, parce que je ne l'ai pas en tête. Mais en fait, on va courir à 80% de sa VMA, courir à 82,5, courir à 85, courir à 87,5, courir à 90. Une certaine durée. Et au moment, c'est un peu basé sur le test de VMA où on court de plus en plus vite et à un moment on décroche. En fait, là, l'idée, c'est de trouver le moment où l'athlète va décrocher. Donc, on va courir par exemple 12 minutes à 80% de sa VMA. En général, tout le monde réussit. De mémoire, c'est 10 minutes à 82,5% de la VMA, 8 minutes à 85, 6 minutes à 87,5 et après au-dessus, mais normalement, on ne l'atteint pas. Logiquement, si la VMA est bien évaluée, on court non-stop à 90% de la VMA. C'est pas très clair peut-être ce que je vous dis là. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de voir à quel moment, dans l'évolution des vitesses, l'athlète va décrocher. S'il décroche dans la séquence de 6 minutes à 85, c'est-à-dire que son EMA, elle est entre 82 et 85. S'il décroche dans la première fraction, ce qui est rare, 12 minutes à 80%, tout le monde le fait. S'il décroche dans la deuxième, 10 minutes à 82,5, c'est que son EMA, elle est... Donc ça ne me permet pas de déterminer l'indice d'endurance, mais comme c'est un test pratico-pratique, ça me permet de déterminer le pourcentage de VMA auquel moi je vais travailler. S'il décroche à 85, je vais travailler à 85 pour l'améliorer. S'il décroche à 87,5, alors 87,5, 90, c'est souvent qu'il a mal évalué sa VMA. Parce que pour déterminer les vitesses, on prend les pourcentages de VMA. Quelqu'un qui dit moi j'ai une VMA de 12 et qui a une VMA de 14, forcément 12 minutes il va tenir longtemps à 90%. C'est pas 90% de sa VMA, c'est 90% de 2 km/h en dessous. Donc c'est important de bien déterminer la VMA pour faire ce test. Mais c'est un test très efficace et qui permet de faire une séance d'entraînement en même temps. Puisqu'on fait 12 à 81, 10 à 82,5, 8 à 85, 6 à 87,5 et après jusqu'à ce que mort s'en suive à 90. Puis après Oui, c'est vrai. Alors, c'est un profil déjà plus ou moins naturel qu'on a, on va dire, comme un coureur de 10 km, il a des qualités physiques plus de puissance que d'endurance, alors qu'un marathonien, il a des qualités physiques plus d'endurance que de puissance. Donc au départ, l'indice d'endurance est lié à des qualités naturelles, mais c'est souvent exacerbé par effectivement un type de pratique qui est très précis. Et ça va renforcer en fait parce qu'en fait, le coureur de 10 km, il va toujours être sur un certain pourcentage de VMA, et donc il va développer un certain type d'endurance. Voilà. Donc il va peut-être avoir une grosse endurance à 90%, et puis quand on va lui demander d'être sur le double de temps à 85, il ne va pas y arriver. Parce qu'il a répété des séquences à des pourcentages identiques, et en plus, lui, il a développé sans le vouloir un autre facteur qui est l'efficience à cette vitesse-là. Donc non seulement il est endurant à cette vitesse-là parce qu'il a beaucoup travaillé, mais il est aussi endurant à cette vitesse-là parce qu'il a amélioré son efficience, son rendement, son coût énergétique. Donc ça renforce le truc, d'autant plus. Le Vameval.
C'est la Rolls-Royce des tests. Donc le VAMEVAL, ça consiste à courir sur une piste qui fait un multiple de 20 mètres, parce qu'on met un plot tous les 20 mètres, à une vitesse qui est imposée par des bips sonores. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un test, moi je recommande aux gens de faire un test sur 5 minutes. Pas le demi-Cooper, parce que c'est un peu long. Parce qu'en fait, la VMA, un débutant, il va la tenir 3-4 minutes. Un athlète de haut niveau, il va la tenir 6 minutes. Donc, il y a eu souvent une erreur qui a été faite dans les clubs. Parce que comme les athlètes de haut niveau font 2000 mètres en 6 minutes, 20 à l'heure, on dit, bah, ils font quoi? Il fait quoi, machin, pour faire un test de VMA? Fait-ils bah, il fait un 2000. Bon, bah, ok, test de VMA pour tout le monde, 2000. Sauf que celui qui a une VMA de 12, bah, son test de VMA, il ne dure pas 5 minutes, il dure 10 minutes. Donc, on ne mesure plus sa VMA. Toujours cette logique de réfléchir à la distance, alors qu'il faut réfléchir en durée. Donc, un test sur 5 minutes, un débutant, il va tenir 3-4. Un expert, il va courir 6. Donc, moi, je mets 5 au milieu, mais si c'est un débutant, je vais lui demander de faire 4. Donc, en fait, c'est bien, ça évalue les mètres, c'est facile. On va sur une route, on court à 4 minutes à fond, on a sa VMA. Sauf que ça nécessite, pour réussir ce test, une compétence supplémentaire, c'est-à-dire la gestion de l'effort. Donc, en fait, on évalue la VMA, mais aussi la capacité de gestion de l'athlète. Donc, on évalue deux choses. Avec le test VAMEVAL, on n'évalue qu'une chose, son potentiel aérobie, parce qu'il n'a pas à gérer l'effort, il n'a pas à investir des ressources mentales pour penser à sa vitesse, il n'a pas à se gérer et à faire appel à ses sensations pour être à la bonne vitesse. Donc le VAMEVAL, c'est un coup de sifflet et je suis au plot, je suis en face du plot à chaque coup de sifflet. Voilà, un coup de sifflet, je suis en face du plot, un coup de sifflet, je suis en face du plot. Et la vitesse augmente d'un demi-kilomètre/heure toutes les minutes. Donc en fait, le coureur essaye de tenir le plus longtemps possible. Quand il décroche, il a atteint sa VMA. Donc là, on est vraiment sur l'évaluation pure et dure des capacités aérobies. Donc pour moi, c'est le test le plus précis et le plus efficace. À un instant T, si ce jour-là, la personne est malade, si ce jour-là, il y avait du vent. Moi, par exemple, en stage, on fait ça sur une piste de 200 couverte pour éviter qu'il y ait du vent, du froid, pour éviter que les facteurs extérieurs impactent le test de VMA. Voilà. Mais VAMEVAL, c'est pour moi le test de référence et le plus efficace et le plus précis. En fait, l'idéal, c'est de faire un test de VMA en chaque début de préparation. Pour vraiment avoir la. Moi, je dis. Alors, souvent les athlètes me disent non, je ne fais pas de test de VMA, je ne fais pas de test de VMA, je ne suis pas en forme. Mais on s'en fout. Le test de VMA, c'est un photomaton. C'est un instantané de ta forme du moment. Si tu as une sale gueule sur la photo, c'est pas grave, on s'en fout. Justement, l'idée, c'est que tu ne te bases pas sur ta VMA d'il y a 4 mois, parce que peut-être que depuis 4 mois, tu n'en fais plus de VMA, et du coup, elle a chuté. Et c'est pas grave, c'est ton ego qui parle. Donc, mets ton ego de côté, refais un test de VMA et au moins, on fera les séances de ta forme de maintenant, pas de la forme d'il y a 4 mois parce que tu as fait une préparation 24 heures, que tu as fait 0 séance de VMA et que du coup, ta VMA, elle a chuté de 1 km/h. Reprendre la valeur ancienne, c'est la plus sûre, c'est le plus sûr moyen de se blesser. Donc, chaque début de préparation, si possible, on fait un test de VMA. On n'a pas tous le moyen de faire un VAMEVAL. Voilà. Donc, quand on se... Ouais, voilà. C'est ça. Il faut que j'organise régulièrement. Après, quand on se connaît bien, sur 5 minutes, on n'est pas très loin de la vérité quand même. Si on ne part pas trop vite, qu'on a une référence antérieure, ta VMA était de 14, tu dis, bon, ouais, peut-être qu'elle est de 13,5 là, parce qu'elle a baissé un peu. Bon, allez, je vais partir sur 13,5, puis si ça va bien, les 2 dernières minutes, j'accélérerai. Et là, on est à peu près dans la bonne fourchette. On peut commencer la course à pied à n'importe quel âge, sauf à l'âge d'Iris, qui n'est pas en capacité de marcher. Mais on peut commencer à n'importe quel âge. On peut commencer à 50 ans, on peut commencer à 60 ans, on peut commencer à 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour faire de l'activité physique parce que là, tu me donnes l'opportunité de dire quelque chose, une chose à laquelle je suis très attaché. Souvent, j'ai coutume de dire que la course à pied n'est qu'un prétexte. Et pour moi, la course à pied, elle a un prétexte déjà à se retrouver. S'il n'y avait pas la course à pied, on ne serait pas là tous ensemble, à boire des canons, comme on l'a fait tout à l'heure. À être en bonne santé, à être bien dans sa tête, à être bien dans son corps, bien manger, bien bouger, bien penser. Ça, c'est un autre trépied. Hein. Le trépied de la santé, c'est celui-là. Hein. Bien bouger, bien manger, bien penser. Ne pas oublier le bien penser. Et donc... on se rend compte maintenant, moi j'ai fait partie d'une génération où voilà, on pensait qu'on allait finir en chaise roulante parce qu'on faisait des longues distances. Maintenant on dit aux gens, mettez-vous à l'activité physique. Moi j'ai fait une hernie discale en 99, on m'a dit arrêtez tout. Hein. Arrêtez tout. C'est fini. Maintenant on dit aux gens, vous avez mal au dos, bougez.
Voilà. Moi, avant, on me disait, vous avez mal au dos, arrêtez. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai le souvenir d'un ami, enfin, j'ai le souvenir, ça m'évoque un ami que certains connaissent peut-être ici, je ne sais pas s'il regarde, Michel. Je fais comme Drucker, c'est Michel. Michel, si tu me regardes. Donc, Michel Neveu, boulanger, pâtissier. Eh, personne n'est parfait. N'est-ce pas, Jean-Jacques, qui s'est mis à courir à 50, 55 ans. À 70 ans, il faisait le marathon en 3h05. Extraordinaire. 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 Donc voilà. Donc non, il n'y a pas d'âge pour commencer à courir. Il n'y a pas d'âge pour faire de la VMA. Il n'y a pas d'âge pour faire des marathons. Voilà. Il faut vraiment lutter contre ces pensées limitantes qui viennent d'on ne sait où d'ailleurs et qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Donc rêvons, rêvons, rêvons. N'ayons pas peur. Oui. C'est un nom. Enfin, bigorexie. Mais la bigorexie, c'est quand il y a tellement d'addiction que ça nous sort de notre cadre professionnel, ça nous sort de notre cadre familial. Voilà, tout passe après la course à pied. Là, il y a danger. Ouais. Mais je pense qu'il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger à s'enfermer dans un espèce de cercle qui, du coup, n'est pas vertueux, mais vicieux, de faire du sport, du sport, du sport, du sport, toujours du sport. Moi, je me suis coltiné des quantités d'entraînement faramineuses en équipe de France. Quand on était en stage, on s'entraînait 14 fois par semaine, on s'entraînait 2 fois par jour. Ouais, à la fin du stage, c'était pas la 14e séance, on peut pas dire que c'était le même plaisir que la première de la semaine. Mais quoi qu'il en soit, je crois, il me semble, hein, c'est un peu prétentieux de ma part peut-être de dire ça, mais parce que ça voudrait dire que toi, tu es passé à travers. Mais il faut toujours essayer de distinguer j'y vais parce que je suis obligé, de j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Et si on y va toujours parce qu'on a envie d'y aller et pas parce qu'on se contraint ou parce qu'on s'oblige, je pense qu'on risque d'éviter en grande partie ce travers. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, il n'y a plus de limite, c'est toujours plus. On ne s'écoute pas. On n'est pas tous des Usain Bolt, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous capables d'assimiler des quantités d'entraînement colossales. Donc c'est important d'écouter son corps, les signaux qu'il nous renvoie, parce que souvent, je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, le jour où ça a switché et où ton cerveau il a dit stop, on s'arrête, je suis persuadé qu'un peu avant, tu as dû avoir des signes avant-coureurs que tu n'as peut-être pas vus ou que tu n'as pas voulu voir. Donc souvent, si on est très à l'écoute de son corps, de ses sensations, de ses envies, et si on les écoute, ce qui n'est pas simple, hein, je ne dis pas que c'est simple, hein, on peut éviter ce genre d'écueil. Mais généralement, le corps envoie des signaux, le cerveau envoie des signaux qui font que on s'aperçoit qu'on est en train d'entrer dans une zone un peu dangereuse. Et oui, certains atteignent la bigorexie, hein, donc c'est-à-dire que le sport passe avant tout le reste. Et là, on est dans de la pathologie. Hein. Ouais, c'est une bonne question, c'est une thématique intéressante. Moi, voilà, une fois de plus, je parle de moi, hein, désolé. Hein, moi, ça va faire 50 ans que je fais de la course à pied en compétition. J'ai connu des moments, il n'y a pas longtemps, en 2019, hein, où j'ai vraiment abusé. Je ne me suis pas écouté. J'étais au-delà. Je n'ai pas voulu écouter les signaux. J'étais dans une espèce de toujours plus. Enfin bref, peu importe, c'est un contexte assez particulier. Et je me suis blessé. Mais je me suis blessé parce que je me suis pas écouté. Et cette blessure, enfin, c'est assez drôle parce que j'ai fait un œdème à un os. Je savais même pas que ça existait cette blessure. Et d'ailleurs, je suis sûr que personne ne sait que ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je cours depuis tellement longtemps que j'ai des os qui sont, ça casse pas. Donc, sauf que ça a cassé l'intérieur. C'est-à-dire que le médecin m'expliquait, tes os ont subi tellement de contraintes qu'au lieu de faire une fracture de fatigue comme tout le monde, ou que ça se casse comme ça a fait un œdème à l'intérieur. Je savais même pas que ça existait un œdème dans l'os. Donc je vous cause pas le bordel. Un œdème dans l'os, un œdème là, ben, ça s'en va. Courir longtemps, c'est un signe. Un œdème là, ben, ça s'en va parce que je sais pas, il y a de l'air, j'en sais rien, je connais rien, je suis pas médecin, mais un œdème dans un os, ça met un temps fou à se résorber. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment ou un autre, on est toujours rattrapé par ces vieux démons et on est toujours on va finir par atteindre les limites de son corps. Et moi, mon corps, il n'avait pas de limites osseuses, il a trouvé des limites ailleurs. Donc la première raison, c'est qu'on ne s'écoute pas assez, mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais après, pour moi, la raison principale des blessures, c'est que si on reprend la diapo sur les
les stimulations de l'entraînement, c'est qu'à un moment dans le processus, il y a quelque chose qui n'a pas été efficace. C'est-à-dire que souvent, pour faire simple, ce qui se passe, c'est que voilà, dans le processus d'entraînement, ce qui se passe, 9 fois sur 10, c'est que la charge externe n'est pas adaptée soit à l'athlète, soit au moment, à l'instant T du potentiel de l'athlète. C'est-à-dire que soit on pensait qu'on avait une VMA de 15 et on a refait les séances comme quand on avait une VMA de 15 et donc on est allé trop vite. Il y a toujours quelque chose qui va déclencher la blessure. C'est en ça que je dis que la blessure n'arrive jamais par hasard. C'est qu'à un moment, l'exercice qu'on a mis en place, il n'était pas dirigé pour mettre dans le mille de la cible. Pour moi, chaque séance d'entraînement, si elle est bien conçue, si elle est bien élaborée, on doit mettre dans le mille. Et ça doit rapporter. Ça doit rapporter. Comme un plan épargne logement, Madame la banquière. Ça doit rapporter. On investit, on met... Voilà. Donc, la blessure, c'est un moment où on a mis à côté de la cible parce que la charge interne était trop forte ou l'athlète n'a pas respecté tous les process. Mais voilà. Ce qui vient de t'arriver, là, Véro, je ne sais pas ce que tu as fait, mais il y a un moment où soit l'exercice était trop intense, soit... il y a eu quelque chose qui a déclenché ça. Ça n'est pas arrivé par hasard. Et c'est souvent une inadéquation entre ce qu'on fait subir à notre corps, la charge d'entraînement, et ce qu'il est en mesure de recevoir au niveau des perturbations pour que ça fasse une adaptation. Voilà. Alors ça ne règle peut-être pas ton problème de blessure, mais je suis sûr que si tu réfléchis bien et que tu analyses, tu trouveras les raisons pour lesquelles tu t'es blessé. Moi, quand j'étais athlète de haut niveau et que je faisais de la course à pied, je ne faisais que de la course à pied. D'une part parce qu'on était dans des générations où on n'a pas été élevé entre guillemets à cette possibilité que les entraînements soient compatibles. Une fois de plus, je vais vous raconter une anecdote, mais c'est toujours rigolo. Moi, quand j'avais 15 ans, quand j'étais minime cadet, j'avais une licence vélo à la pédale chalonnaise et une licence course à pied au club de Châlons. Et à un moment, on m'a dit bon, ok, c'est super, il faut que tu choisisses. Bah, pourquoi ? Parce que c'est pas compatible. Le vélo, c'est pas compatible avec la course à pied. Et la course à pied, c'est pas compatible avec le vélo. Ah bon ? Bah non, c'est pas les mêmes muscles et tout. Bah, c'est les mêmes muscles. Non, mais c'est pas pareil et tout. Faut que tu choisisses. On est dans les années 75. Bon, ok, je vais faire course à pied. Maintenant, on tient le discours inverse. C'est-à-dire que nous, on a été élevés à cette notion que pour faire de la course à pied, il fallait faire de la course à pied. Donc, on a grandi là-dedans. Donc, moi, je faisais que de la course à pied. Et je fais du triathlon parce que, justement, j'ai envie de varier les plaisirs. Et puis, la course à pied, c'est bon, j'ai envie de goûter à autre chose. Donc déjà, je pense que c'est une question de mentalité. Maintenant, on va arriver à des générations d'athlètes qui font du duathlon, qui font du triathlon, où donc le passage de l'un à l'autre est beaucoup plus facile. Donc, les mentalités ont évolué. Donc, moi, maintenant, je fais les 3 disciplines, mais je ne suis plus performant dans la course à pied. Je suis plus performant du tout. Néanmoins, je suis bien placé pour savoir que je suis capable d'atteindre des volumes d'entraînement de 20, 25, 29 heures. Je crois que je suis monté jusqu'à 30 heures d'entraînement pendant les vacances, sans souffrir du tout. Alors qu'en course à pied, quand je montais à 13, 14 heures, c'était le maximum. Donc, il est évident qu'en pratiquant 3 sports, surtout aussi proches, par exemple, que le vélo et la course à pied, on va avoir un volume d'entraînement qui va être plus important. Donc, des adaptations physiologiques qui seront meilleures. Ça tombe sous le sens. Il faudrait qu'il y ait des études qui soient faites, mais quand on voit un Vincent Louis, par exemple, capable de finir 3e au championnat de France de cross une année, on voit bien que les triathlètes, nous à Reims, à un moment, on a lancé une section triathlon dans un lycée. Les triathlètes, elles gagnaient tout. Cassandre Beaugrand, championnat de France de cross cadette. Moi, ma fille courait dans la course. On voit une nana partir devant, comme un avion. On était tous morts de rire en disant ça va pas aller loin celle-là. Et puis, ils l'ont jamais revue. Ils l'ont jamais revue. Cassandre Beaugrand, triathlète, elle a mis une branlée à tout le monde. Donc, il est évident maintenant, même si on n'arrive pas à le mesurer de manière scientifique, que la combinaison des sports, elle est efficace. Néanmoins, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, moi je dis aux gens qui préparent un 100 km, si vous faites du vélo, ça ne remplace pas la course à pied parce que les dommages musculaires, les chocs générés par la course à pied ne sont pas remplacés par le vélo. On le voit, j'allais dire Armstrong, mais on prend un cycliste qui se met à courir, il lui faut un temps d'adaptation très long avant de
avant de musculairement être en capacité. On prend Basson par exemple, il a mis beaucoup de temps avant d'être bon en trail parce qu'il a fallu qu'il passe par les phases d'adaptation musculaire du vélo à la course à pied. Donc la transition, elle se fait pas de manière automatique, mais faire du vélo en complément de la course à pied, faire de la natation en complément de la course à pied ou en complément du vélo, ça apporte déjà un volume d'entraînement plus important, donc des adaptations qui sont plus grandes. Après, je ne réponds pas précisément à ta question, mais c'était sur les quantités de volume d'entraînement qu'on pourrait transférer de l'une à l'autre. Alors moi, j'essaye vraiment de m'adapter au profil du coureur. Pascal Fétizon, on ne le fera jamais monter sur un vélo. Donc, c'est pas la peine de lui demander de faire du vélo, il n'en fera pas, il n'aime pas ça, ça l'intéresse pas. Après, quand quelqu'un a une appétence pour le cyclisme ou qu'il est cycliste, ça serait dommage de ne pas en faire. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de m'adapter au profil du sportif et d'essayer, on ne va pas mettre à la natation quelqu'un qui ne sait pas nager ou qui n'aime pas nager, sauf si vraiment il a une volonté farouche de faire du triathlon. Je suis mal placé pour en parler, mais c'était mon cas, je nage comme un fer à repasser, et je voulais faire du triathlon, j'ai essayé de nager le moins mal possible, donc je m'y suis astreint, je m'y suis obligé, mais l'idée c'est quand même des gens qui ont des points forts dans d'autres activités. J'ai des exemples là sous les yeux d'une personne qui nage très bien. On va utiliser la capacité qu'elle a en natation à fractionner ou à travailler certains groupes musculaires qu'un non-nageur n'aura pas. Donc, en essayant de répondre plus précisément, essayer de prendre en compte les points forts et les points faibles d'un athlète. Et puis alors, est-ce que c'est pour du triathlon ou c'est uniquement pour de la course à pied? Ouais. Quelqu'un qui fait de la course à pied et qui nage très bien, je connais des cas, la natation ne va pas lui apporter grand-chose en course à pied. Ça va lui apporter un peu sur le plan aérobie, mais les sollicitations cardiovasculaires de course à pied ne sont pas comparables avec celles de la natation. Même un nageur de très bon niveau n'ira pas aussi loin dans la sollicitation aérobie qu'un coureur à pied. Par contre, si on fait du vélo, si on remplace une séance de course à pied par du vélo, qu'on fait une séance de fractionné en côte, non seulement on va pouvoir monter très haut au niveau cardiovasculaire, mais on va aussi avoir un bénéfice au niveau de ce qu'on appelle les contractions concentriques, c'est-à-dire que l'extension du quadriceps. Mais quelqu'un qui prépare le Grand Raid de la Réunion et qui fait du vélo, ça ne sert à rien, parce que pour préparer le Grand Raid de la Réunion et se préparer à des descentes, c'est des excentriques qu'il faut faire. Et le vélo, ça ne prépare pas l'excentrique. Donc en fait, l'idée, c'est toujours de trouver des séances qui vont coller en fait, au type de coureur et puis à son appétence, mais aussi aux spécialités qu'il prépare. Voilà. Je ne suis pas certain d'avoir répondu très précisément, dit très dans le détail. Ouais, c'est un sujet qui est vaste. Hein. Et puis, une fois de plus, c'est tellement individuel tout ça que c'est difficile d'en tirer des cas généraux, quoi. Mais en tout cas, vive la multiplicité des pratiques, ce que nous autres ne connaissions pas ou ne pouvons pas connaître. Maintenant, on va dire aux gens, ouais, vas-y, fais du vélo, fais de la course à pied, va nager, fais du ski roue, c'est complémentaire. L'hiver, fais du ski de fond, ça c'est génial, parce que ça permet d'avoir une palette d'activités qui est large et qui est vaste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, merci de votre attention, merci de votre intérêt, merci de... Merci. Merci à vous. Et au plaisir de vous retrouver sur un triathlon, une épreuve de vélo ou aux 100 km de Millau. Voilà, pourquoi pas se retrouver tous à Millau. Voilà, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le désirent et qui n'ont pas les 3 Bibles indispensables à votre pratique, voilà, je me ferai un plaisir de vous dédicacer l'ouvrage si vous souhaitez en faire l'acquisition. Voilà, à très bientôt, bonne course à vous, bons entraînements et n'oubliez pas qu'il faut garder le plaisir.